Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nicolas, si tu veux, je te laisse la parole pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver ce midi. Merci à tous pour votre présence. Je vois que ça continue de se connecter, c'est cool. Ce midi, on va pouvoir parler fiscalité, notamment plus particulièrement, on va pouvoir parler LMNP, donc le régime de loueur meublé non professionnel, qui se prend un petit coup de plomb dans l'aile et on va voir si effectivement, en ce début d'année 2025, c'est toujours un bon régime pour investir dans l'immobilier. On va le revoir en long, en large, à travers, parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui n'ont pas encore investi, qui sont sur le point de commencer leur premier investissement et qui se demandent justement est-ce qu'il est opportun de partir sur le régime du LMNP ou plutôt sur de la SCI, etc., etc. On va pouvoir passer tout ça en revue. Et bah, pour parler LMNP, qui de mieux que Je déclare mon meublé, qu'on ne présente plus, qui est aujourd'hui un peu la référence en matière de déclaration fiscale et comptable pour justement les loueurs meublés non professionnels. Et ce midi, bah, j'ai le plaisir de faire ce webinaire, d'animer ce webinaire avec Baptiste Bochard, qui est juriste chez JD2M. Baptiste, si tu veux te présenter en quelques mots, je te laisse la main. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Nicolas l'a si bien dit, je m'appelle Baptiste Beauchard, je suis juriste donc pour Je déclare mon meublé, JD2M, pour les intimes et même un peu plus. Mon rôle chez JD2M, ça va être justement de m'occuper bien, de rendre, un petit peu tout ce monde de la fiscalité qui, on le sait, est parfois un peu tortueux, un peu flou, accessible au plus grand nombre, que ce soit à travers la rédaction d'articles, la rédaction de communiqués de presse, hein, je parle évidemment aussi aux journalistes ou, bien évidemment, à travers la réalisation de webinaires. Le but aussi, c'est d'aider à interpréter justement l'actualité, hein. On le sait, on est en plein dedans d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans, quelques instants, mais d'aider le plus grand nombre possible de loueurs à comprendre les changements fiscaux, les changements législatifs, parce qu'on sait que ça peut être très, très dur à comprendre sur le moment. Donc voilà, mon rôle, c'est avant tout bien, de permettre au plus grand nombre de comprendre les spécificités de la location meublée, de sa fiscalité et en quoi elle est encore aujourd'hui très attractive. Exactement. Et donc, on va vraiment vous passer en revue tout le régime du LMNP. Voilà, on va faire un petit focus sur ce qu'est le LMNP. Les changements qu'a pu connaître le LMNP, il y a eu effectivement deux vagues de changements. On va dire une vague peut-être plus changement réglementaire, juridique, avec l'adoption de la loi Le Meur, dite loi anti-Airbnb en novembre dernier. Déjà des changements qui avaient été annoncés par la loi de finances 2025, qui avait été rejeté et le gouvernement censuré en décembre dernier, et qui, depuis quelques jours, est de nouveau sur le devant de la scène et qui fait l'objet de nouvelles mesures, de nouvelles propositions. On reviendra dessus en long, en large, en travers. Et vous avez un petit onglet questions-réponses Q&R sur lequel vous pouvez nous poser vos questions tout au long de ce webinaire. Je vais y jeter un coup d'œil régulièrement. Si c'est des questions qui sont vraiment sujettes aux propos qu'on est en train de tenir, on y répondra directement. Si c'est des questions qui sont vraiment plutôt annexes, on gardera une petite session questions-réponses en fin de conférence pour répondre à toutes ces questions. Évitez de poser des questions trop précises et qui vous concernent vraiment vous sur des cas d'usage. On n'est pas là pour faire l'étude de cas, il faut que ce soit quand même des cas généralistes qui puissent parler à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos petites questions et on va pouvoir attaquer. Baptiste nous a préparé une belle petite présentation pour que vous ayez un petit support visuel pour que cette conférence se passe au mieux. Et on va pouvoir commencer par vous faire un petit tour d'horizon sur le régime du LMNP. Baptiste, je te laisse la main. Super, bah alors on va lancer la petite présentation. Alors je te laisserai me confirmer quand elle sera, bien apparue à l'écran. C'est tout bon, on voit tout. C'est tout bon. Eh bien, allez, dans ce cas-là, c'est parti. On va se poser la question ensemble de faut-il toujours investir en LMNP en 2025? Comme l'a si bien dit Nicolas, on va d'abord de toute façon s'intéresser à ce que c'est que le statut LMNP. Avant de parler d'investir en LMNP, il faut savoir ce que c'est que le LMNP. On parlera ensuite, bien évidemment, de la fiscalité en LMNP. On illustrera ça par une petite étude comparative, hein, une étude de deux petits cas différents. Et enfin, on se penchera aussi sur les changements qu'a mentionné Nicolas qui vont affecter la LMNP en 2025, que ce soit par l'effet de la loi Le Meur, donc plutôt sur le domaine de la location de courte durée, ou par l'effet du PLF 2025. Et là, effectivement, ce sera plutôt bien, par rapport à la location meublée en général.
S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nicolas, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions voilà, qui font écho justement au sujet que je suis en train de développer. Et sinon, quoi qu'il arrive, à la fin, on a prévu un petit temps de questions-réponses aussi. Le but étant évidemment de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Mais pour que nous puissions répondre au plus grand nombre de questions possibles, eh bien, il faut que nous avancions. Et donc, je vous propose tout de suite qu'on commence avec le statut de LMNP. Juste peut-être, Nicolas, tu peux me dire, est-ce que les slides défilent bien? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là? C'est tout bon, tout est Tout parfait. bon. Parfait. Et bien dans ce cas-là, le statut LMNP, c'est un statut qu'on acquiert lorsqu'on pratique une activité bien précise qui est la location meublée. Pour pratiquer la location meublée, c'est très simple, il faut que le logement soit équipé et meublé. Cet équipement, le choix des équipements et des meubles, ce n'est pas vraiment de la responsabilité ou plutôt eh bien, du choix du propriétaire, puisqu'en fait, il y a une liste de 11 équipements obligatoires à avoir dans son bien quand on fait de la location meublée. C'est une liste qui a été fixée par le décret du 31 juillet 2015. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre plus, mais dans tous les cas, on ne peut pas mettre moins d'équipements que les équipements obligatoires. À partir du moment où ces 11 équipements obligatoires sont dans le bien, on peut pratiquer la location meublée. Et la location meublée, c'est très intéressant, notamment par rapport à la location vide quand on parle d'investissement locatif, parce que la location meublée, elle va avoir déjà un premier avantage, avant même de parler de fiscalité, c'est sa souplesse juridique. La location meublée, c'est beaucoup plus souple que la location vide. En location vide, on ne peut louer que sur de la longue durée, avec des baux qui sont des baux de 3 ans reconductibles tacitement. En location meublée, on peut faire la même chose, sauf que le bail ne dure plus qu'1 an, reconductible tacitement. Et puis ensuite, on a plein de variantes possibles. On peut conclure un bail étudiant justement pour louer pendant 9 mois. On peut avoir recours au bail mobilité pour les professionnels en mobilité. Et bien évidemment, on a le bail saisonnier, donc ce qui va être toutes les activités de location de courte durée, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans la limite de 90 jours évidemment pour un même locataire. Et puis il y a une dernière version, c'est le bail code civil. Ça, c'est un petit peu différent, c'est un cas qu'on va peut-être un peu moins rencontrer, mais ce qu'il faut bien, sans aller dans les détails, ce qu'il faut bien retenir de tout cela, c'est avant tout que la location meublée, elle permet de faire à la fois la même chose qu'en location vide avec plus de souplesse, notamment avec ce délai d'1 an qui est quand même un petit peu plus utile, hein. Si on veut récupérer le bien, faire des gros travaux, bah, ça veut dire que c'est tous les ans qu'on peut essayer de le récupérer, pas tous les 3 ans. Et puis ensuite, ça permet évidemment de s'adapter à la population qui est présente et bien dans le lieu où on va louer un bien. Donc, est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que ce sont des jeunes actifs? Est-ce que c'est très touristique? Voilà, donc la location meublée, elle a déjà cet avantage de la souplesse, mais attention, pour la pratiquer, il faut bien veiller à respecter évidemment la réglementation pour pouvoir le faire. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit du législateur, cette location meublée, elle a été un peu perçue comme de la location de courte durée, en partant du principe que les locataires qui sont sur des baux de location meublée sont des locataires qui n'ont pas vocation à rester longtemps dans le logement. Ils sont un petit peu moins protégés. On peut prendre par exemple le congé pour vente, ou quand vous êtes sur un locataire avec un bail nu, quand vous lui faites un congé, c'est-à-dire que vous allez résilier le bail et lui délivrer un préavis, vous allez devoir lui faire une proposition de vente, il va être prioritaire pour acheter, donc vous allez devoir lui faire une offre de vente qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur le bail meublé. Le bail meublé, vous souhaitez vendre votre logement, votre locataire n'est pas prioritaire pour acheter. On a plein de petites subtilités comme ça qui viennent effectivement laisser penser que dans l'esprit du législateur, le bail meublé, effectivement, protège un petit peu moins le locataire, ce qui sont partis du principe. C'était pour des locations, on va dire, de plus courte durée. Et c'est également intéressant ce qu'on a en termes de rentabilité. La plupart d'entre vous êtes des investisseurs. En matière de rentabilité, louer un logement meublé, tout dépend des secteurs, des localisations, etc. Mais souvent, vous avez une rentabilité, un loyer qui est aux alentours de 15, 20, 25% plus cher qu'un loyer en nu. Donc, après, il faut également compenser de l'autre côté le coût du mobilier, de l'entretien et de la maintenance du mobilier. Mais souvent, ça permet de louer un petit peu plus cher et de louer également certains biens plus facilement. Quand vous voulez louer un studio, que vous avez une cible d'étudiants, un étudiant, il ne va pas se balader avec ses meubles, sa literie, ses commodes et ses armoires. Donc effectivement, si vous voulez que vous ciblez de la location étudiante, passer par du meublé, c'est un petit peu obligatoire et vous serez obligé de passer par là. Effectivement, tout à fait. Le meublé, globalement, encore une fois, va vous permettre de toucher des cibles que vous ne toucheriez pas en fait en location vide, et c'est en ça que c'est très, très avantageux. Et effectivement, bah, le meublé, il a aussi un avantage en termes de fiscalité. Tu parlais de cette fiscalité, en plus, elle est d'autant plus avantageuse que justement les loyers sont plus élevés. Et c'est vrai qu'en meublé, les loyers sont effectivement, généralement, c'est autour de 20% plus élevé. Si on compare avec la location saisonnière, donc vraiment de très courte durée des touristes, on peut avoir un différentiel de prix de 30%.
Donc évidemment, couplé à une fiscalité plus favorable, dont on va évidemment parler, c'est très avantageux et c'est pour ça que c'est, vraiment quelque chose qui est à considérer par rapport à la location vide. Mais justement, si on en vient à pratiquer la location meublée, eh bien, on va la pratiquer sous un statut. Ce statut, ça va être au choix le statut de LMNP ou LMP. Donc LMNP, c'est pour loueur en meublé non professionnel et LMP, vous vous en doutez, c'est pour loueur en meublé professionnel. Donc généralement, quand on pratique la location meublée, on va, à moins d'avoir beaucoup de biens en location et dans certaines conditions, on va souvent relever plutôt du statut LMNP, sachant qu'évidemment, il y a des petites différences entre ces statuts, on va les voir dans quelques instants. Globalement, ce n'est pas vous qui choisissez d'être LMNP ou LMP, ça va dépendre de votre situation personnelle. Vous allez être LMNP tant que vos recettes annuelles de location meublée, que vous louiez un ou plusieurs biens, mais attention, ça se cumule, c'est pas 23 000 par bien. Tant que vos recettes annuelles de location meublée sont inférieures à 23 000 euros, quelle que soit votre situation personnelle, vous serez LMNP. L'autre possibilité pour être LMNP, c'est lorsqu'on génère plus de 23 000 euros de recettes annuelles, mais que ces 23 000 euros de recettes annuelles ou cette somme de recettes annuelles reste inférieure aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. Donc ça, c'est aussi possible. On peut quand même dépasser 23 000 euros de recettes et être en LMNP à condition d'avoir des revenus d'activité suffisants. Et alors là, attention, on compare bien des recettes d'un côté et des revenus de l'autre. Ça, c'est à garder à l'esprit. Ça peut paraître un petit peu déroutant comme ça, mais c'est bien ce qui est prévu par le Code général des impôts. Donc attention. Donc, si vous relevez du statut LMNP, évidemment, il va y avoir plusieurs conséquences. La valeur de votre logement pourra être prise en compte pour le calcul de l'assiette d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière et surtout le déficit généré. Je reviendrai bien évidemment un petit peu plus tard sur cette notion de déficit généré quand on va parler du régime réel, pourra s'imputer pendant 10 ans sur les bénéfices tirés de l'activité de LMNP. C'est pas pareil quand on est LMP justement, mais juste avant de parler de ces différences entre LMNP et LMP, on va prendre justement un petit exemple comparatif pour bien que vous puissiez vous situer sur quand est-ce qu'on est LMNP, quand est-ce qu'on est LMP. Donc, par exemple, si on prend la première ligne du tableau, le cas de monsieur qui est seul propriétaire et qui est célibataire, qui a à la fois une activité qui lui permet de générer 20 000 euros de revenus et à la fois une activité de location meublée qui génère 40 000 euros de recettes locatives, donc vraiment loyer, charges comprises. Puisque ces 40 000 euros de recettes locatives dépassent le plafond de 23 000 euros, on va regarder les autres revenus d'activité de monsieur, comme ils sont de 20 000, donc ils sont inférieurs à 40 000, monsieur va être LMP. Si on prend l'exemple d'en dessous avec madame, là, madame, on le voit, ses recettes locatives, elle a aussi une activité professionnelle et puis une activité de location meublée. Ses recettes locatives, elles sont de 15 000 euros. Donc là, quoi qu'il arrive, 15 000 euros, c'est inférieur à 23 000 euros. Donc on n'a même pas besoin d'aller regarder le montant des autres revenus d'activité de madame. Elle aurait pu être à zéro, ça n'aurait rien changé. Elle est LMNP. Par contre, attention, parce que ce statut LMNP et LMP, il est nécessairement commun à tous les membres du foyer fiscal, dont d'ailleurs à la fois les recettes de location meublée et les revenus d'activité sont pris en compte ensemble. Donc par exemple, si on prend nos deux protagonistes, si d'un seul coup ils se marient, ils sont sur le même foyer fiscal, ils vont cumuler à eux deux 55 000 euros de recettes locatives charges comprises, c'est au-dessus de 23 000 euros, il faut donc aller regarder leurs autres revenus d'activité, et on voit que pour les autres revenus d'activité, on est à 50 000. Donc là, monsieur et madame ont forcément tous les deux le statut de LMP. Donc pour monsieur, ça ne change rien, mais pour madame, ça change quelque chose. Donc il faut bien faire attention à cela quand même, avec tous les membres du fiscal, s'il y a déjà une activité qui est pratiquée, évidemment de bien vérifier qu'on ne va pas changer de statut. Alors je ne dis on ne doit pas changer de statut, sachant que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, il n'y a pas un meilleur statut que l'autre, LMNP ou LMP. Le statut de LMP, il a aussi des avantages. Et justement, on va pouvoir comparer un petit peu ces deux statuts. Les LMNP, donc, qui sont à gauche, on l'a dit tout à l'heure, le déficit imputable, donc ce qui est généré par le montant des charges déductibles quand on a trop de charges déductibles par rapport aux recettes annuelles. Ce déficit, il a une durée de vie de 10 ans, donc même si l'année où il est généré, il ne peut pas être déduit parce qu'on a déjà un résultat fiscal à zéro, eh bien, on pourra le déduire des années suivantes. Donc ça, c'est très intéressant. Autre point, je l'ai déjà mentionné aussi, les LMNP, par contre, sont assujettis à l'IFI. Et enfin, en cas de vente du bien, eh bien, il relève du régime de la plus-value des particuliers dont j'aurai également l'occasion, sur lequel j'aurai l'occasion de donner un petit peu plus de détails à la fin de la présentation quand on parlera notamment du PLF. Pour les LMP, c'est un peu différent. Ce fameux déficit, il n'est plus imputable pendant 10 ans, mais seulement pendant 6 ans, donc il a une durée de vie réduite. Par contre, il pourra s'imputer sur le revenu global et non pas uniquement sur les bénéfices de l'activité de location meublée. Donc ça peut aussi être un avantage sur les situations. Le statut LMNP donne droit à une possible exonération d'impôt sur la fortune immobilière, mais attention, là, les conditions sont un petit peu plus compliquées à remplir.
puisque eh bien, il faut quand même que l'activité soit exercée à titre professionnel, enfin, que ce soit l'activité principale. Et là, le statut de LMP ne suffit pas. Il faut vraiment eh bien, que ce soit quasiment les seuls revenus, c'est-à-dire que si à côté, il y a un emploi à temps partiel ou à temps plein, ce ne sera pas considéré comme l'activité principale. Et il faut en plus que les revenus de l'activité, et là, je dis bien les revenus, soient supérieurs aux autres revenus du foyer fiscal. Donc, c'est quand même des conditions qui sont difficiles à remplir. Mais il faut le savoir, on peut quand même être exonéré d'IFI quand on est LMP. Et enfin, les LMP, quand ils vendent, eh bien, ils se voient appliquer le régime de la plus-value des professionnels, qui est donc un petit peu, enfin, plutôt différent de celui de la plus-value des particuliers. Alors, Par contre, pour l'amortissement, et ça, évidemment, je vous en dirai aussi un petit peu plus tout de suite, il fonctionne de manière identique, que ce soit pour les LMNP ou les LMP. quelques Mais questions sur le sujet dans le chat, justement à ce sujet, Baptiste. Les 23 000 euros par logement, alors est-ce que c'est 23 000 euros par logement ou tous les logements LMNP cumulés? Donc ça concerne tous les logements LMNP cumulés. Louis qui nous demande, ce sont les revenus d'activité brute. Quel revenu faut prendre justement? Est-ce qu'on est sur le salaire net, le net fiscal, le brut? alors, pour vos revenus d'activité, vous prenez effectivement tous vos revenus nets, donc ceux qui sont pris en compte pour la détermination du calcul de votre impôt sur le revenu. Vous allez y prendre traitement, salaire. Vous pouvez également comptabiliser les pensions et les rentes viagères. Il y a tous les autres bénéfices industriels et commerciaux qui ne sont pas ceux générés par la location meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés. Globalement, à peu près tous vos revenus, sauf, attention, petite exception, les revenus fonciers. Eux ne sont pas pris en compte. Mais sinon, tous les autres revenus. Thibaut qui nous demande également, est-ce prévu de parler du LMNP en indivision? Finalement, ça ne va pas changer grand-chose en indivision, sauf si effectivement ce sont deux foyers fiscaux différents, chacun va faire sa propre déclaration et sera soumis à ses propres plafonds. Tu me corriges si je me trompe, Baptiste, mais normalement ça doit fonctionner comme ça. Et Alexandra qui nous demande, LMNP assujetti à l'IFI, cela veut dire qu'il y a des taxes à payer à l'IFI? Point Alors, d'interrogation. attention, il n'y a pas de taxe à payer à l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, en fait, si on a, alors là, le point de départ, hein, on commence à payer l'impôt sur la fortune immobilière à partir du moment où la valeur nette du patrimoine dépasse les 1,3 million d'euros. Par contre, le calcul se fait par tranche à partir de 800 000. Mais quoi qu'il arrive, il faut dépasser déjà 1,3 million de valeur nette du patrimoine. Et là, dans ce cas-là, eh bien, si c'est le cas, chaque année, on paye effectivement un impôt eh bien, sur la valeur de son patrimoine. Exactement. Et Aurore qui nous demande, donc le LMP peut être intéressant si gros revenu annuel plus que du LMNP. Alors c'est pareil, cette différence entre LMNP pardon, et LMP, donc d'un côté vous êtes considéré comme professionnel, de l'autre vous n'êtes considéré comme pas professionnel, il va également y avoir des incidences en matière de cotisation sociale. Doutez-vous bien qu'à partir du moment où vous êtes considéré comme un professionnel, le législateur a mis en place des systèmes de cotisation sociale et là vous allez être automatiquement affilié à l'URSSAF et devoir payer des cotisations à l'URSSAF sous le régime LMP, qu'on peut également retrouver sous le régime LMNP, mais plutôt orienté dans la location courte durée, donc la location type Airbnb. On ne va pas trop rentrer là-dedans pour le moment. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'est des régimes où on n'a pas le choix. Soit on rentre dans les conditions pour rentrer dans l'un des régimes, soit on rentre dans les conditions pour rentrer dans l'autre, mais c'est un peu un état de fait. C'est pas un état, on choisit pas, enfin, on choisit pas directement ou pas directement d'être LMNP ou LMP. Ça dépend effectivement du système de revenus qu'a expliqué Baptiste. Effectivement, globalement, à moins d'être vraiment à la marge, à la frontière entre les deux régimes, et là de devoir vraiment se poser la question de quel côté il vaut mieux tomber, généralement, on n'a pas vraiment le choix. Il y a vraiment des avantages aux deux, hein, où effectivement, les LMP ont tendance, le statut LMP a tendance à faire un peu plus peur, notamment à ceux qui se considéreraient plus des LMNP comme dans leur pratique, notamment en raison du paiement des cotisations sociales, tu l'as mentionné, qui sont évidemment plus importantes. Quand on est LMNP, on paie les prélèvements sociaux qui sont à 17,2%, sauf, comme Nicolas l'a mentionné, quand on réalise un chiffre d'affaires de plus de 23 000 euros uniquement en pratiquant de la location de courte durée. Donc, c'est un peu spécifique, on ne va pas forcément s'étendre beaucoup là-dessus, mais il faut le savoir, effectivement, on peut parfois devoir payer des cotisations sociales, même quand on est LMNP. C'est souvent le grand décideur, mais il y a globalement des avantages aux deux régimes et assez souvent, il n'y a pas toujours le choix finalement du régime où on se retrouve assez peu dans une situation où on peut réussir
à avoir le régime qu'on souhaite, même si c'est toujours possible évidemment, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec des spécialistes et de prendre conseil à ce niveau-là, parce que parfois justement on peut se rendre compte qu'un régime est quand même beaucoup plus intéressant que l'autre et qu'on peut quand même essayer d'y avoir accès. Mais justement, ces régimes, on a parlé, quand on les a présentés, on a utilisé des notions comme celle de déficit, d'amortissement et autres. Et eh bien, c'est des notions qu'on va retrouver maintenant, puisqu'on va passer justement aux régimes fiscaux en LMNP. Oui. LMNP et LMP d'ailleurs, hein. C'est vrai que là, j'ai mis LMNP, mais globalement, c'est en location meublée. Il y a beaucoup de questions dans le chat, vous inquiétez pas, on les met de côté, on les repassera en fin de conférence, parce que sinon on va pas réussir à tenir le timing, et comme ça on va pouvoir avancer sur ça. Mais vous inquiétez pas, je les vois bien. Et oui, effectivement, quand vous ne voyez pas forcément les questions des autres, mais moi je vois bien toutes les questions, donc vous inquiétez pas, quand vous posez une question, je la vois bien, je la mets de côté, et y reviendra en fin de conférence. Et donc sur ce, je vous présente donc le premier régime dont il est possible de relever en location meublée, c'est le régime microbique. Ce régime microbique, il est très simple, que ce soit à calculer, à comprendre, à opérer. Il répond à un principe simple qui est celui de l'abattement forfaitaire. Globalement, chaque année, vous déclarez le montant de recettes dans la catégorie, hein, location meublée de longue durée, location de courte durée d'un meublé de tourisme non classé, location d'un meublé de tourisme classé. Donc vous déclarez votre montant de recettes annuel dans une case, hein, du formulaire 2042 CPRO en même temps que votre déclaration revenu personnel. L'administration fiscale applique un abattement et calcule votre imposition sur ce qui reste après abattement. Cet abattement, pour autant, attention, puisqu'il va changer en 2025, alors, ou plutôt pour les revenus perçus en 2025 et qui seront donc imposés en 2026, puisque là, en mai 2025, on paiera les revenus 2024, donc on ne verra pas le changement cette année, mais plutôt l'année prochaine. Eh bien, en courte durée, les taux d'abattement, ils ont été revus à la baisse, puisque pour les revenus 2024 et sur les années précédentes d'ailleurs, ils étaient encore de 50% et 71% pour les meublés de tourisme non classés et classés. Et là, ils vont tomber à 30 et 50%, pareil pour les meublés de tourisme non classés et pour les meublés de tourisme classés. Par contre, pour la longue durée, ça a toujours été un abattement de 50%, ça ne change pas. La seule condition pour bénéficier de ce régime de l'abattement, c'est de ne pas dépasser un plafond de recettes locatives. À partir du moment où on génère trop de recettes locatives, on n'a plus le choix de son régime fiscal, on doit être au régime réel. Ça sera aussi le cas dans certaines situations, comme quand un bien est détenu en indivision, il faut à ce moment-là relever du régime réel. Et ces plafonds, de même que les taux d'abattement, ils ont aussi connu une baisse, enfin, plutôt ils vont connaître une baisse là, pour l'année 2025. Tout ça, c'est des conséquences de la loi Le Meur. Et cette baisse, encore une fois, elle est importante puisque les meublés de tourisme non classés, ils passent d'un plafond de 77 700 € à 15 000 et les meublés de tourisme classés, les chambres d'hôtes, de 180 700 à 77 700. Encore une fois, on constate par contre que pour les meublés de longue durée, rien ne bouge, évidemment. Donc ça, il faut se méfier évidemment, mais quoi qu'il arrive, quand on va parler d'investissement, le régime microbique, c'est pas nécessairement celui vers lequel on va avoir tendance à se tourner. Pourquoi? Parce que au-delà d'un taux d'abattement qui peut être plus ou moins avantageux, qu'il l'était souvent beaucoup plus avant en courte durée que maintenant, le régime microbique, il a un grand défaut, c'est que certes, il est très très simple à comprendre, très simple à mettre en place, mais en réalité, dans la très grande majorité des situations, sa fiscalité sera moins favorable. Pourquoi? Parce que ce système d'abattement forfaitaire, il vous assure d'une chose, c'est de payer des impôts chaque année. Certes, après abattement, mais quoi qu'il arrive, vous paierez des impôts chaque année. Et ces impôts-là, ils seront calculés sur votre taux marginal d'imposition auquel on va ajouter ensuite ou les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales selon de quel régime vous relevez, sachant que ça ne pourra jamais être les deux en même temps, évidemment, ce sera l'un ou l'autre. Donc encore une fois, très simple certes à déclarer, très simple à opérer, mais il vous assure de payer des impôts chaque année. Et ça, évidemment, quand on parle d'investissement, quand on parle de rentabilité, c'est beaucoup moins avantageux que justement que le régime réel dont je vais vous parler maintenant. Juste avant, petit exemple justement par exemple de la différence pour quelqu'un qui louerait un meublé de tourisme non classé avec un taux marginal d'imposition de 30%. Ça va nous permettre aussi de bien comprendre comment ça se calcule l'imposition au régime microbique. Si on prend notre propriétaire qui faisait de la courte durée en louant un meublé de tourisme non classé qui percevait 15 000 € alors de loyer ou plutôt de recettes sur l'année dernière, il avait un abattement de 50%. Donc, on calculait son impôt en prenant en compte l'abattement de 50%, donc on passait de 15 000 € à 7 500 € de montant imposable, 7 500 € auquel on appliquait à la fois le TMI de 30% et les prélèvements sociaux, et ça faisait donc une imposition par exemple à 3 540 € pour 15 000 € de loyer généré, 15 000 € de recettes sur l'année. En 2025, si on prend le même exemple, ce sera encore plus grand, puisque justement l'abattement ne passera plus qu'à 30% pour la courte durée, et on sera sur un impôt qui avoisinera les
5 000 €. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Microbic, on paye des impôts tous les ans et on peut être soumis à une forme d'aléa en termes de fiscalité, puisque les taux du Microbic, ça fait pratiquement 2 ans qu'ils bougent et généralement à la baisse, sauf pour la longue durée qui est particulièrement stable. On dit souvent que le régime du micro, c'est un peu le régime du flemmard, de la personne qui ne veut pas se prendre la tête. Donc c'est vrai, c'est un petit peu dommage, je trouve, en LMNP de passer sur du système micro, parce que souvent on entend parler que le LMNP, c'est une niche fiscale qui permet de ne pas payer d'impôts, etc., etc. C'est vrai en partie. Et là, on voit que le fait de passer par un régime de déclaration au microbic, bah, finalement, on paye quand même de l'impôt, parce qu'on est sur un abattement forfaitaire, comme l'a très bien expliqué Baptiste. Et de ce que j'ai pu voir, moi, de tous les gens que j'ai accompagnés, les seuls cas où effectivement le micro, c'est un régime qui est intéressant, ça concerne les locations de courte durée, les locations Airbnb, qui crachent énormément de cash, parce que du coup, elles sont tellement rentables que les amortissements et les charges déductibles sont très très vite épuisés, et on se retrouve avec une fiscalité importante. Et donc là, du coup, de pouvoir avoir des abattements assez importants, ça permettait effectivement d'avoir toujours de la fiscalité à payer, mais moins qu'au réel. Et là, on voit qu'effectivement, avec ces abattements qui sont revus quant à leur montant et quant à leur quote-part d'abattement, bah aujourd'hui, c'est vraiment de moins en moins le cas. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il y ait un cas dans lequel le fait de passer en micro soit vraiment intéressant. Et voilà, après, c'est peut-être également une volonté des pouvoirs publics de plus s'orienter sur la déclaration réelle, parce que finalement, euh, peut-être qu'ils avaient moins à gagner en impôts, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, le régime réel, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se pencher. Effectivement, alors même si encore une fois, c'est bien pour ça qu'il y en a 2 aussi, il y a toujours des cas dans lesquels le micro s'était révélé plus intéressant et se révélera encore plus intéressant, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus, anecdotiques en comparaison justement, du régime réel. Alors ce régime réel, c'est vraiment tout le contraire du régime micro, notamment aussi du point de vue des obligations, que ce soit des obligations, déclaratives et comptables. Mais globalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est surtout que tout loueur peut relever du régime réel et ça sans aucune condition de revenu. Donc il n'y a pas un minimum de revenus ou de recettes à générer sur l'année. Justement, c'est plutôt l'inverse. Dans certains cas, ce sera obligatoire quand on dépasse les plafonds du micro ou quand on est en indivision. Et ce régime réel, il va permettre, Nicolas les a mentionné, je les ai déjà mentionné tout à l'heure, de bénéficier à la fois de la déduction des charges et de l'amortissement. La déduction des charges, il faut bien s'imaginer que c'est une liste, sans fin, il n'y a pas de liste exhaustive. Globalement, une charge déductible, c'est toute dépense non amortissable, on parlera de l'amortissement après, que vous allez, entreprendre dans le cadre de votre activité de location meublée. Donc évidemment, par réflexe, on va penser aux taxes, aux factures, aux abonnements, aux assurances, aux frais de gestion et de comptabilité. Mais vous avez également, si vous faites de la courte durée, que vous vous déplacez pour aller donner les clés à vos locataires, les frais de déplacement, tout ce qui va être frais de ménage, de gardiennage, les frais de plateforme, les cadeaux de bienvenue que vous faites à l'entrée dans les lieux. Et si on est dans une logique d'investissement, il faut savoir qu'on peut aussi déduire en charge et les intérêts d'emprunt et les frais d'acquisition du bien, donc frais d'agence, frais de notaire, commission. Donc ça, c'est très, très intéressant. Cette déduction, il faudra simplement bien veiller dans ce cas-là à ce que la date de début d'activité, donc qui n'est pas la date de première mise en location, mais la date de début d'activité de location meublée, corresponde bien à la date d'achat du bien. Et dans ce cas-là, on pourra bénéficier de la déduction en charge des intérêts d'emprunt et de la déduction en charge des frais d'acquisition, à moins qu'on choisisse de les amortir, puisque pour les frais d'acquisition, il y a le choix entre les déduire en charge et les amortir. Et justement, puisqu'on parle de l'amortissement, on y vient. L'amortissement, pour le présenter assez simplement, c'est un mécanisme de déduction fiscale qui vise à tenir compte de l'usure naturelle de votre bien au fil du temps. On part du principe que votre bien en lui-même ou les éléments qu'il compose vont s'user d'année en année. Et donc c'est pour ça que, alors avec un planning plus ou moins grand, avec un délai plus ou moins grand, vous allez pouvoir déduire grâce à l'amortissement chaque année une partie de la valeur de votre bien ou de ce qu'il compose au titre bien, de leur usure naturelle. Donc par exemple, on est en location meublée, donc un des éléments qui va composer le bien, c'est le mobilier. Le mobilier s'amortit sur 5 ans. Ça veut dire que chaque année, pendant 5 ans, vous pouvez retrancher de votre imposition un cinquième de la valeur du mobilier. Pour les travaux, cette fois-ci, leur valeur va plutôt être étalée sur une dizaine d'années. Et pour les locaux en lui-même, pour le logement, eh bien, cette fois-ci, on va raisonner par composants. Donc, on a plusieurs composants qui ont chacun une durée d'amortissement spécifique. 25 ans pour la toiture, 30 ans pour l'électricité, 25 ans pour l'étanchéité, 12 ans pour les aménagements intérieurs et 75 ans pour le gros œuvre. Attention, par contre, il y aura une part de la valeur de votre logement qui ne sera pas prise en compte. C'est ce qui correspond à la part terrain qui, elle, n'est pas amortissable puisque par définition, le terrain ne perd pas vraiment de valeur au cours du temps. Il ne s'use pas. Donc ça, c'est un mécanisme qui est particulièrement avantageux évidemment,
par contre, qui rend le régime réel un petit peu plus complexe à faire soi-même. Au régime microbique, globalement, il suffit de déclarer son montant de recettes et de ne pas faire d'erreur à ce moment-là, de remplir la bonne case et de ne pas se tromper dans le calcul de ses recettes. L'amortissement à calculer, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre une valeur, un certain nombre, enfin, prendre des durées spécifiques. Donc, c'est vrai que c'est moins à la portée, peut-être. C'est une obligation, voilà, un petit peu plus lourde qui va peser sur les loueurs. D'autant que justement, ça va aussi leur demander d'accomplir un certain nombre d'actes en amont de leur déclaration de revenus et notamment de compléter une IAS fiscale qu'ils devront avoir transmis à l'administration fiscale avant eh bien, la date de déclaration des revenus personnels. Et c'est seulement à cette date-là qu'ils pourront remplir le fameux formulaire 2042 CPRO, donc celui-là même que les loueurs qui l'ont microbique ont juste à remplir, et y reporter le résultat qui figure sur leur liasse fiscale. Pardon. Donc, ce régime Dernière. des amortissements, c'est vraiment toute la magie du LMNP. C'est qu'en fait, vous l'avez compris, hein, Baptiste l'a dit sur l'immobilier. Le mobilier, par exemple, la literie, on considère qu'elle a une durée de vie de 5 ans. Alors, effectivement, une literie, ça s'use. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on peut considérer que le lit, qu'on l'a acheté 200, qu'au bout de 5 ans, il vaut 0 et qu'il faut le changer. Donc là, comptablement, ça se justifie et on le comprend aisément. Tous ceux d'entre vous qui êtes indépendants, qui avaient des entreprises, c'est la même chose avec le matériel informatique, avec le photocopieur, avec les ordinateurs que vous achetez. Mais ce qui est vraiment magique avec ce système du régime LMNP, c'est qu'on va également partir du principe que votre bien immobilier en tant que tel, il s'use avec le temps et qui tend vers une valeur comptable de 0, alors que ça correspond absolument à rien à la réalité. Bien au contraire, on a vu qu'avec le marché de l'immobilier, même si aujourd'hui on est plutôt sur une tendance légèrement baissière sur les dernières années, mais sur les 20 dernières années, on est quand même sur une tendance largement haussière et on est plutôt sur des biens qui prennent de la valeur avec le temps, alors que comptablement, on considère que ces biens perdent de la valeur avec le temps. Et donc, c'est pour ça, et c'est à ce niveau-là qu'on arrive à créer énormément de valeur. Et on va créer énormément de valeur et cette valeur, on va pouvoir en fait en bénéficier pendant toute la durée de l'activité. Ça me permet de revenir sur cette notion de report qu'on a déjà évoquée. Justement, l'avantage fiscal que vous allez générer grâce à la déduction des charges et grâce à l'amortissement, vous allez pouvoir en bénéficier pendant plusieurs années puisque toutes les charges déductibles, s'il y a trop de charges par rapport à vos recettes à déduire, on crée ce qu'on appelle du coup un déficit. Ce déficit, je l'ai déjà dit, il a une durée de vie de 10 ans. L'amortissement, c'est encore mieux. Alors l'amortissement, il ne crée pas de déficit, mais ce n'est pas pour ça qu'il est perdu. Quand il y a trop d'amortissement, eh bien, et qu'on ne peut pas le déduire en intégralité, l'amortissement est reportable à vie, donc, enfin, ou plutôt pendant la vie de l'activité. Mais tant que vous pratiquez de la location meublée, même vous pouvez utiliser 15 ans plus tard de l'amortissement que vous avez généré en première année. Ça pose aucun problème. Donc, c'est vraiment aussi très pratique à ce niveau-là parce que c'est ce qui va permettre d'écraser continuellement votre résultat fiscal. Exactement. Alors, Baptiste, j'en profite pour prendre deux, trois questions dans le chat qui parlent justement de ça. Pouvons-nous amortir sur des durées plus longues et comment détermine-t-on les quotes-parts de chaque composante? C'est la doctrine fiscale qui a considéré qu'effectivement l'électricité c'était tant d'années, que le bâti c'était tant d'années. Donc là-dessus, effectivement, la doctrine fiscale a prévu un petit peu des catégories en fonction des composantes de travaux et a considéré qu'effectivement, à partir du moment où on était sur les travaux de plomberie, c'était X années, des travaux d'électricité X années, des travaux de toiture X années. Donc là, c'est vraiment la doctrine fiscale qui a prévu un petit peu des durées de référence qui sont plus ou moins modulables, mais il faut quand même plutôt s'y fier pour éviter d'avoir des problèmes. Et on nous demandait quel barème à prendre en compte pour les déplacements. Puis-je déduire l'essence? Attention, ça également, à LMNP, c'est un piège dans lequel on peut souvent tomber. On n'est pas sur le barème des indemnités kilométriques, on est sur le barème des frais de carburant, qui n'est pas du tout le même barème. En société, vous allez pouvoir être sur le barème des indemnités kilométriques. Donc là, c'est des barèmes qui sont X euros fois le nombre de kilomètres. Et après, tout ce qui est péage, parking, etc., effectivement, on peut le passer en charge à partir du moment où c'est pleinement justifié. Voilà, tout à fait. Globalement, à partir du moment où c'est dans le cadre de votre activité de location meublée, ça peut devenir une charge déductible. Dernière chose enfin qu'il faut savoir, alors si par hasard vous aviez déjà commencé une activité de location meublée ou si vous en commencez une et que vous faites peut-être une erreur au moment de la créer, il faut savoir que je vous ai parlé du régime microbique et du régime réel. On peut passer de l'un à l'autre en cours d'activité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et même plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Généralement, ça va être dans le sens du micro au réel, mais ça peut arriver que ce soit dans l'autre sens. Dans tous les cas, pour ça, il faut bien penser à adresser un courrier de levée d'option à son service des impôts et attention parce qu'il faut le faire avant la date de déclaration des revenus personnels, mais de l'année fiscale concernée par le changement. Autrement dit, par exemple, pour déclarer au réel les loyers qui ont été perçus en 2024, mais qu'on va déclarer en 2025, il aura fallu lever l'option avant mai-juin 2024. Donc là, de 2025, ce sera pareil.
même si les revenus 2025 seront imposés en 2026, il faudra quand même avoir levé l'option en 2025. Ça, c'est une erreur qu'on fait assez couramment quand on veut changer de régime en location meublée, c'est de se laisser un petit peu avoir par ce décalage qu'il y a avec le paiement des impôts, puisqu'on paye toujours les impôts pour l'année précédente, et donc de se dire, ah bah si je veux que les impôts que je paye en 2026 soient imposés au réel, je vais devoir lever l'option avant de les payer en 2026. Bah oui, mais en fait, les impôts de 2026, c'est ceux de 2025. Donc il fallait lever l'option vraiment l'année où les recettes sont générées. Par contre, rassurez-vous, une fois qu'on lève l'option pour le réel, si on ne l'a pas choisi d'ailleurs dès le début, quand on a fait évidemment son enregistrement d'activité, parce que c'est tout à fait possible aussi, eh bien, cette levée d'option, il faut vraiment eh bien, la faire dans les délais. Et par contre, ce ne sera pas à refaire chaque année puisque l'option est valable 1 an tacitement renouvelable. Donc ensuite, tant que vous ne vous manifestez pas pour retourner au microbic, vous allez rester au réel automatiquement. Donc c'est une procédure à faire une fois. Il faut juste bien respecter le délai pour la faire. Si vous voulez, sur la présentation, vous avez un petit QR code que vous pouvez utiliser pour justement avoir eh bien, toutes nos explications sur ce fameux courrier de levée d'option. Dernière chose enfin peut-être, on va rapidement parler au régime réel, de l'OGA, mais assez rapidement parce que je pense que, l'heure tourne et ce serait bien qu'on arrive au cas comparatif. L'OGA, on vous proposera d'y adhérer si vous êtes, au régime réel. Globalement, il va avoir cet avantage, c'est que donc c'est un organisme indépendant qui va vérifier votre liasse fiscale et qui va donc émettre un rapport destiné à l'administration fiscale. Donc, c'est un intérêt évidemment à ce niveau-là pour se garantir, pour être sûr de ne pas avoir de contrôles fiscaux. Ça peut être intéressant d'adhérer à un OGA au régime réel, sachant que le coût de l'OGA peut évidemment être, déduit en tant que charge, hein, des revenus de, location meublée. Donc, c'est toujours intéressant quoi qu'il arrive et ce, quelle que soit la situation. Globalement, si vous aviez pour projet d'investir cette année ou les années d'après, le mieux aussi pour choisir son régime fiscal, parce que je vous ai parlé de comment on passait de l'un à l'autre, mais le mieux c'est de choisir le bon dès le début. Nous, ce qu'on a mis en place chez JDM, c'est on a un outil de simulateur qui est à jour donc, de tous les taux d'abattement du microbic et sur lequel vous pouvez renseigner vos informations personnelles. Justement, là, c'est l'avantage, hein, c'est sécurisé et ça vous permet justement peut-être, si vous avez envie de poser une question un peu plus particulière, là, ça peut déjà être un premier point pour avoir une réponse par rapport à vos données personnalisées, de savoir quel serait le régime réel, enfin le régime le plus avantageux entre le réel et le microbic. Et justement, pour quand même, avoir un petit peu une idée de comment tout cela fonctionne et de mettre un petit peu des chiffres, sur ces exemples un petit peu théoriques, eh bien, je propose qu'on fasse une étude comparative et on va prendre justement notre premier cas qui est celui d'un investissement locatif. Donc on a quelqu'un qui a acquis un appartement de 30 carrés d'une valeur de 350 000 € qui est loué pour, alors on va prendre différents exemples, hein, est-ce qu'on va prendre longue durée, courte durée, mais globalement qui génère 16 000 € par an de recettes annuelles, 28 000 € de frais d'acquisition, 4 500 € de charges annuelles et des dépenses de mobilier de 3 500 €. Si on prend donc la première colonne, Microbic 50%, c'est comme si notre loueur en 2025 avait choisi le Microbic et louait en location donc de longue durée, donc pour au total 16 000 € par an de loyer. On a 16 000 € par an de recette annuelle. Donc, puisqu'on a un abattement de 50%, on a 8 000 € d'abattement, 8 000 € de résultat imposable. Un calcul de l'imposition, donc, si on prend notre exemple, un TMI à 30% et des prélèvements sociaux, ça nous fait 3 776 € d'impôt sur l'année. Sur 10 ans, plus de 37 000 € d'impôt pour 160 000 € de recettes. Et donc, un cash flow, les recettes moins les charges et l'imposition par an de 7 724 €. Si on prend le même exemple avec un meublé de tourisme non classé, c'est exactement le même raisonnement, simplement que on va payer plus d'impôts, on va dégager moins de cash flow. Pourquoi? Parce qu'on a un abattement qui n'est plus que de 30%, donc un résultat imposable plus important et donc forcément une baisse de calcul pour l'impôt plus importante. Baptiste, je te coupe une petite seconde. On a eu la Oui, question. Est-ce que tu peux rappeler la différence entre les classés et les non classés? bien sûr. Alors, la différence est dans le nom. La différence entre un meublé de tourisme non classé et un meublé de tourisme classé, un meublé de tourisme classé, c'est simplement un meublé de tourisme qui a fait l'objet d'un classement. Donc, pour donner un peu de contexte, un meublé de tourisme, c'est tout appartement, studio, villa qui est destiné à une activité de location de courte durée. Donc, il y a globalement, ça peut être à peu près tous les biens qu'on va louer en courte durée. Simplement que ces biens-là, quand on loue sur la courte durée, on peut opérer le classement de son bien. Donc là, dans ce cas-là, il faut prendre contact avec des organismes de classement qui vont ensuite organiser une visite, hein. Évidemment, il y a toute une Oui, procédure. des charges, hein. Et évidemment, on va venir visiter votre bien. Ensuite, on va établir
Cette visite, je crois, elle se fait sur la base de 133, si je ne dis pas de bêtises, enfin voilà, plus d'une, à peu près 130 critères. Et selon votre score à la visite, vous allez obtenir un classement de 1 à 5 étoiles que vous allez pouvoir ensuite afficher. Ça va vous permettre, ce classement, de bénéficier d'un abattement supérieur au régime microbique, hein, ça a toujours été le cas. Là, c'est encore toujours le cas en 2025, même s'il est moins important. Il peut y avoir aussi quelques petits avantages en nature avec le classement. Il y a certaines communes qui exonèrent, par exemple, les meublés de tourisme classés du paiement de la CFE, des choses comme ça. Mais simplement, c'est une procédure de classement qu'on fait en contactant un organisme agréé pour le faire. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à la question? Je pense en tout cas que c'était très clair et je pense que ça répond totalement à la question. Très bien. Et ben dans ce cas-là, on va partir sur justement notre troisième colonne du tableau. Là, encore une fois, on retrouve exactement la même situation, mais cette fois-ci au régime réel. 16 000 € de recettes annuelles, pas d'abattement, puisque là, cette fois-ci, on est au régime réel. Par contre, des charges déductibles, donc 4 500 € de charges déductibles. Et puis, puisque c'est un investissement, la date de début d'activité on a fait correspondre la date de début d'activité à la date de signature de l'achat du bien chez le notaire. Donc, on peut déduire, là, mettons que notre lot aurait choisi de les déduire en charge, on peut déduire 28 000 € de frais d'acquisition. Et puis l'amortissement, donc là, je vous épargne les détails du calcul, mais qui est estimé dans cet exemple-là à 8 750 €. Vous vous en doutez, ne serait-ce que sur l'année N, on a 16 000 moins 4 500 moins 28 000 moins 8 750, on est déjà en négatif. Donc, on ne peut pas être en négatif, on a donc un résultat imposable à zéro et une imposition à zéro. Mais à zéro, en fait, pendant au moins 10 ans. Pourquoi? Parce que toutes ces déductions qu'on n'a pas pu déduire à l'année N, on va pouvoir les déduire en N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et finalement, si on fait le calcul vraiment dans cet exemple sur 10 ans, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, avec ces sommes de déductions, ces charges qu'on peut déduire chaque année, l'amortissement qu'on peut déduire chaque année, plus le renfort des frais d'acquisition déductibles, eh bien, on se retrouve même au bout de 10 ans, si on est exactement dans la même situation, avec 0 € d'impôt sur 10 ans et même encore 500 € de marge qu'on pourra déduire l'année suivante. Donc forcément, un cash flow qui est presque du simple au double si on le compare à un meublé de tourisme non classé, par exemple. Donc ça, c'est quand même, encore une fois, ça illustre très bien vraiment cet intérêt du régime réel à déjà s'assurer qu'on ne paye pas d'impôts tous les ans, mais parfois aussi pendant longtemps, ou du moins qu'on va en payer très peu. Il peut, toutefois quand même arriver, qu'on paye des impôts au régime réel évidemment et ce qui peut aussi être intéressant parce que souvent, la critique qu'on fait au régime réel avec ce mécanisme des charges d'équipe et de l'amortissement, c'est que ce n'est pas compatible avec, par exemple, quelqu'un qui va louer sa résidence secondaire pendant qu'il n'y est pas. Ça arrive souvent, des gens qui ont des résidences secondaires souhaitent s'y rendre quelques semaines dans l'année et puis le reste du temps vont le louer, par exemple, sur la courte durée. Et là, dans ce cas-là, on entend beaucoup que le micro-BIC est plus avantageux à cause de la déduction pour utilisation personnelle du bien, des charges et de l'amortissement. Donc, on va prendre cet exemple-là ensemble et on va voir que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc là, on a pris l'exemple d'un logement qui est occupé une partie de l'année par son propriétaire. On est parti sur une durée de 6 semaines à peu près, voilà, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Logement de 350 000 €, 12 000 € de recettes annuelles, donc cette fois-ci, on est en courte durée, 4 000 € de charges annuelles et 3 500 € de mobilier, de mobilier meublant, hein. Donc là, on est sur les mêmes valeurs. Donc, je ne vais pas refaire le détail du calcul du micro-BIC à 50% et à 30%, hein, vous l'avez compris, recettes annuelles, abattement, imposition, total de l'impôt sur 10 ans et puis le cash flow. On voit bien que quoi qu'il arrive, encore une fois au micro, on va payer des impôts chaque année et des impôts quand même assez importants, 2 800 voire ou 3 900 €. Au réel, on va pouvoir retrancher 3 580 € de charges. Alors pourquoi 3 580 et pas les 4 000 qui sont annoncés dans l'exemple? C'est justement parce que comme le bien était occupé 6 semaines dans l'année, on va retrancher une portion qui correspond à 6,52e, 6 semaines d'occupation personnelle, puisque à ce moment-là, ce n'est pas de la location meublée. On ne peut pas évidemment bénéficier des charges déductibles. Donc c'est pour ça qu'on passe de 4 000 à 3 580. Même chose pour l'amortissement. Cette fois-ci, donc je vous épargne le détail du calcul, mais il tombe, en tenant compte de ces 6 semaines d'occupation personnelle, à 7 831 €. Ce qui nous fait un résultat imposable cette fois-ci qui n'est pas négatif, qui est à 589 €, une imposition à 278 et on la compare quand même à 2 800 ou 3 900 pour le régime microbique. Et donc un total de l'impôt qui là va avoisiner les 6 000 €, mais qui reste en réalité très, très, très largement inférieur au microbique, alors même qu'il y a quand même eu une déduction pour durée d'occupation du bien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le régime réel n'est pas réservé à des situations où il n'y a aucune occupation du bien par le propriétaire. Il peut aussi tout à fait s'entendre dans des situations où on veut quand même occuper une partie de son bien, et ça fait justement écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la location meublée, sa souplesse juridique
elle permet justement à beaucoup de propriétaires de jouer sur les 2 tableaux, louer 9 mois à un étudiant, profiter de son bien 3 fois de les 3 mois les 3 mois de l'été, louer 9 mois à un étudiant, faire de la courte durée sur 3 mois, faire de la courte durée entre ces moments de vacances personnelles. Voilà, on peut vraiment, jongler avec un bien, meublé, ce qui n'est pas le cas pour un bien loué vide, qui sera loué sur la longue durée, qui deviendra la résidence principale du locataire et dans lequel donc techniquement on ne pourra pas, se rendre. Donc ça, c'est vraiment très important aussi de voir que vraiment la fiscalité suit aussi cette souplesse juridique qui est accessible, à la location meublée. Est-ce que peut-être avant qu'on passe aux changements qui alors on a encore un peu de conditionnels à mettre dedans, mais qui vont toucher ou pourraient toucher les LMNP en 2025, est-ce que peut-être Nicolas, il y a des questions ou est-ce que j'enchaîne et maintenant on les prend à la fin? Quelques petites questions. Allez, on va en prendre une ou deux au passage. Bonjour. Allez-vous parler des nouvelles réformes PLF 2025? On va y arriver. Nous y venons. Y a-t-il un intérêt à déclarer en réel simplifié en cas de location meublée ponctuelle pendant 6 mois? Faut vraiment faire à la limite, il faut faire des simulations et je crois qu'il y a des simulateurs qui sont disponibles sur le site de JD2M. Allez faire des comparatifs. Vous utilisez un simulateur et vous regardez ce que ça donne par rapport à un régime réel et un régime microbique. Effectivement, vous allez voir comme ça assez rapidement quel va être le régime le plus intéressant et quel est celui avec lequel vous allez payer le moins d'impôts. Alors justement, j'ai mis fin un instant au partage d'écran puisque, heu, ça tombe bien, je vais même pouvoir répondre à cette question. Je vais réafficher, hop, tac, un petit tableau puisqu'on avait un autre exemple justement, d'occupation, assez longtemps dans l'année, donc que j'avais, mis de côté pour, pas qu'on passe trop de temps sur les exemples. Mais là, puisque vraiment ça tombe pile, par rapport à la question, je vais vous le partager. Hop. Là, vous voyez, typiquement, c'est un exemple qu'on a fait. Ça, c'est un exemple, qui est vraiment un cas client. Donc là, ce sont des chiffres, qu'on peut croiser et on est effectivement sur un propriétaire qui a 45,8 d'occupation de son bien, donc quasiment 6 mois de l'année. 600 une valeur de logement de 628 000 €, 19 640 € de recettes annuelles et donc des charges annuelles et un amortissement qui sont conséquents et qui, malgré le fait qu'on en déduise finalement 45,8, ce qui fait que sur 8 800 €, on ne va plus retenir que 5 000 € de charges annuelles et sur plus de 22 000 € d'amortissement, on va en retenir que 12 000, sachant qu'il y en aura un certain nombre qui sont reportables justement des années précédentes, puisque là, c'est un cas vraiment sur l'année N. Eh bien, on voit que même quelqu'un qui est au régime réel et qui occupe son bien 6 mois de l'année peut se retrouver à payer 0 € d'impôt. Alors là, généralement, ça va être plus fluctuant dans des cas d'occupation comme ça. Est-ce que c'est occupé 6 mois tous les ans ou est-ce qu'un coup, ça va être 3 mois, un coup, ça va être 6 mois? Mais globalement, on peut aussi arriver, pour répondre à la question, à occuper son bien 6 mois de l'année et à ne pas payer d'impôts au régime réel, comme justement, en témoigne cet exemple qui est issu d'un cas d'un client, de JD2M. Eh ben, ça répond parfaitement à une question justement qui venait d'arriver. Est-il pertinent de faire du réel simplifié lorsque son logement est la résidence principale? Là, c'est plutôt la résidence secondaire. Et la résidence Là, principale, ça va être un petit peu le. la résidence principale, c'est peut-être le cas, ça reste, alors je dirais pas le contre-exemple, mais ça reste peut-être le cas dans lequel, le microbique pourrait être plus avantageux. Ça va beaucoup dépendre de la manière dont on loue sa résidence principale. Est-ce qu'on la loue beaucoup? Est-ce qu'on la loue par exemple, 4 mois de l'année, en courte durée pendant qu'on n'y est pas, plus qu'on loue une chambre chez soi pendant qu'on y habite? Heu, Ça va beaucoup dépendre. Il y a un cas dans lequel le réel peut être quand même avantageux dans la location de la résidence principale, ça va être quand on loue toute l'année une chambre par exemple à un étudiant. Là, dans ce cas-là, comme va y avoir en fait des amortissements qui vont être calculés et des charges calculées par rapport à la surface au mètre carré de la pièce louée, dans ce cas-là, ça peut quand même être avantageux du point de vue du régime réel. Mais effectivement, les cas de location, de la résidence principale, notamment en partie, ça peut quand même être plus difficile au régime réel, mais quoi qu'il arrive, il faut faire les simulations parce que, voilà, on a toujours des cas, typiquement celui, que vous avez ici à l'écran dans lesquels, malgré, une occupation très importante, on peut quand même avoir un régime réel qui est avantageux. Donc quoi qu'il arrive, il faut aller faire la simulation. Simulation. Vous retrouvez le simulateur sur le site de JD2M, vous aviez le QR code tout à l'heure, de toute façon, vous recevrez un replay et puis je pourrai le remontrer si besoin. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le simulateur ou en discuter d'ailleurs, avec nos conseillers en prenant contact avec eux. Ouais, exactement. Et voilà. Et c'est vrai que la résidence principale, on a un peu de tout et n'importe quoi. On peut avoir la personne qui a aménagé un garage indépendant et qui va le louer en Airbnb toute l'année. Ce ne sera pas pareil que quelqu'un qui va louer une chambre de temps en temps. Ou là, effectivement, vous vous dites bien qu'en résidence principale, vous ne pourrez pas amortir la totalité de votre résidence principale pour les quelques centaines, milliers d'euros de recettes que vous allez dégager avec de la location meublée. Donc, dans ce cas-là, il y aura des systèmes de prorata et ce ne sera pas forcément super intéressant
de passer sur du réel. Et comme le disait Baptiste, il faut aller jouer un petit peu avec les simulateurs pour voir ce qui est le plus intéressant. Effectivement, effectivement et parfois avec la réglementation parce que très bon exemple, le cas du garage. Justement, le garage, si vous le faites aménager et bien, selon si pour y accéder, votre locataire devra passer par ou bien la porte principale ou bien s'il a une entrée séparée et bien, ce ne sera pas pareil puisque s'il passe par la porte principale, ce sera de la location d'une partie de votre résidence principale. S'il a un accès séparé, ça deviendra une dépendance et dans ce cas-là, et bien, ça ne comptera plus comme votre résidence principale. Donc ça, c'est assez intéressant de l'avoir à l'esprit. Il y a quelques petits points de réglementation sur lesquels on peut jouer, justement, typiquement dans la location de parties qui seraient un petit peu annexes à la résidence principale. Je vous propose maintenant qu'on avance sur le sujet des nouveautés 2025. On en a une première, alors qui va s'appliquer à partir de 2025, qui a été votée début novembre 2024. C'est la loi Le Meur. Globalement, alors on ne va pas faire tous les changements en détail, mais plutôt on va raisonner sous la forme de points d'attention. Juste, je te coupe une petite seconde, Baptiste. Là, la loi Le Meur, c'est adopté, c'est en vigueur, ça s'applique. Ce qu'on pourra voir après avec le PLF, pour l'instant, c'est encore un petit peu en suspens. Mais la loi Le Meur, c'est en vigueur, c'est acté, c'est fait. Exactement, c'est acté, c'est fait. Alors pour autant, on est maintenant, malgré le fait qu'on le dise, hein, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, il faut tempérer un petit peu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi Le Meur, la plupart de son contenu, alors en termes fiscal, pour le coup, ça c'est acté, mais la plupart du contenu de la loi Le Meur, il faut savoir que la fiscalité, c'était un peu une anomalie. Normalement, c'est une loi qui ne devait parler que de réglementation. Et cette réglementation, généralement, la loi Le Meur ne met pas en place de nouvelles réglementations, elle donne la possibilité aux communes d'en mettre en place. Donc en réalité, ça se trouve, il y a des communes qui ne vont strictement rien changer. Et pour les loueurs, à part l'incidence au régime microbique, s'ils étaient au micro, ne verront pas vraiment la différence ou ne la verront que plus tard. C'est aussi pour ça qu'il faudra bien être vigilant quand si on veut investir en location de courte durée, à se renseigner si les communes n'ont pas prévu, ne sont pas en train de mettre en place certaines justement réglementations que la loi Le Meur leur permet de mettre en place, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Donc globalement, ces points d'attention, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est le règlement de copropriété. Il y a plusieurs passages de la loi Le Meur qui mentionnent le règlement de copropriété. Peut-être l'information la plus importante à en retenir, c'est que maintenant, les copropriétés pourront voter l'interdiction de mise en location des meublés de tourisme à la majorité des 2 tiers des voix. Donc ça, c'est une information qu'il faut aussi avoir en tête si on veut pratiquer de la location de courte durée dans un logement copropriété, d'aller un petit peu quand même prendre la température, de voir s'il n'y a pas un changement qui serait dans les tuyaux, parce que si une interdiction qui est votée après que vous ayez acquis le bien pour en faire une activité de location de courte durée, bon, vous pourrez toujours basculer sur la longue durée évidemment, mais ça pourrait être un petit peu dommage, donc attention à ce niveau-là. Même idée auprès des communes. Il y a 3 modifications que les maires ou les communes pourront voter, mais là, encore une fois, pas toutes les communes le feront nécessairement, donc c'est pour ça qu'il faudra se renseigner au cas par cas. Pour la location de la résidence principale, certains maires pourront décider d'abaisser la durée maximale de location de notre résidence principale en totalité, je précise parce qu'en partie ça ne compte pas, en totalité de 120 à 90 jours. Ça a déjà été pris d'ailleurs à Paris, donc maintenant à Paris c'est 90 jours maximum pour la location de la résidence principale quand on ne s'y trouve pas. 2 autres choses, et ça pareil, ça concerne l'investissement. Certaines communes pourront délimiter des aires géographiques, donc attention, pas nécessairement tout le territoire de la commune, mais certaines aires géographiques de leur territoire dans lesquelles ou bien elles pourront mettre en place un quota pour ne pas que les locations de courte durée en fait soient trop nombreuses, ou dans lesquelles elles pourront réserver les constructions nouvelles à un usage de résidence principale, donc ou bien celle du propriétaire, ou bien de la location de longue durée. Donc ça pareil, attention, s'il y a un projet d'investissement en location de courte durée, bien se renseigner sur ces points-là auprès de la commune. 2 changements maintenant qui vont cette fois-ci toucher tous les loueurs. Le premier, c'est un changement qui touche à la procédure d'enregistrement. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que d'ici le 20 mai 2026, qui est la deadline qui est donnée par le texte de la loi Le Meur, il y a un téléservice national de déclaration qui sera créé pour déclarer en fait la mise en location de son meublé de tourisme. Et dans ce cas-là, tous les loueurs devront passer par ce système. Auparavant, c'était distingué entre 2 procédures un petit peu différentes selon si la ville dans laquelle se trouvait le bien appliquait ou pas la réglementation sur le changement d'usage. Maintenant, ça va être une procédure unifiée. Donc là, en fait, le principal enjeu, ça va être de se tenir un petit peu au courant pour savoir quand est-ce que ce téléservice sera disponible et quand est-ce qu'il faudra donc s'enregistrer selon cette nouvelle méthode. Et à part ça, sinon, ce ne sera pas très compliqué. Dernière chose, enfin, c'est le DPE. Le DPE, c'est un gros sujet en ce moment pour la location meublée telle quelle, enfin de longue durée.
Pour la courte durée, en fait, ça va vraiment devenir un sujet dans quelques années, mais il faut l'anticiper un peu. Avant, la location de courte durée échappait, à la location, enfin aux règles de performance énergétique qui touchaient à la location de longue durée. Maintenant, elles vont être assujetties aux mêmes règles, mais elles ne seront assujetties à ces mêmes règles qu'à partir du 1er janvier 2034. Jusqu'au 1er janvier 2034, les locations de courte durée peuvent, globalement encore faire ce qu'elles veulent en termes de performance énergétique. Donc, elles n'auront pas ce calendrier progressif d'interdiction, notamment justement les G depuis le 1er janvier 2025, les E, les F en 2028 et les E en 2034. Les locations de courte durée, ils sautent tout de suite en 2034 et comme en 2034, le critère minimal pour la longue durée, ce sera D ou mieux, c'est pareil pour les locations de courte durée. Elles ont jusqu'en 2034 pour acquérir une note de DPE de D ou supérieure. Donc ça, c'est les changements par rapport au DPE. Donc il y a de quoi voir venir. Il peut encore y avoir des changements législatifs entre-temps, mais c'est quand même un point à surveiller. Et justement, s'il y a un projet d'investissement ou si vous avez un bien que vous voudrez rénover, ça fait aussi écho au régime réel, puisque si vous devez faire des travaux de rénovation énergétique, évidemment, leur coût sera amortissable puisqu'il s'agira de travaux exercés dans le cadre de votre activité. Donc évidemment, tout cela, c'est un peu un jeu de vase communicant et c'est aussi en ça que le régime réel va être beaucoup plus avantageux pour les loueurs qui vont devoir faire des travaux par rapport à ceux qui étaient au microbic, parce que ceux qui étaient au microbic, ils vont devoir supporter vraiment le coût des travaux tels quels et ça va vraiment impacter leur rentabilité, alors qu'au régime réel, comme ils seront déductibles, forcément, leur coût sera déjà absorbé en partie, ne serait-ce que par le mécanisme du régime réel. Alors passons maintenant, donc là on passe de ce qui va arriver au conditionnel, à ce qui pourrait arriver, puisqu'on parle ici d'un article du PLF 2025. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique du PLF 2025, il a connu des fortunes diverses et il a été, alors voté non, mais il a fait l'objet d'un recours à l'article 49.3 de la Constitution hier soir ou hier dans l'après-midi par le Premier ministre, enfin par le gouvernement. Donc, il ne sera pas voté et on attend incessamment sous peu donc sa version finalisée. Et dans cette version, du moins qui est proche d'être la version finale, alors on peut toujours avoir évidemment un retournement ou des précisions qui seront apportées, mais il y a une mesure qui vise à réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value, donc pour les loueurs en meublé qui relevaient du régime réel. Ça nous donne l'occasion de revenir un peu sur ce que c'est que la plus-value pour les LMNP. Alors je précise que je ne parlerai pas des LMP. Pourquoi je ne parlerai pas des LMP? Parce qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les LMP, ils ont leur propre système de calcul de la plus-value qui tient déjà compte de l'amortissement. Donc pour eux, il n'y a aucun changement. Si vous voulez en savoir plus sur les règles de plus-value en LMP, il y a bien évidemment un article sur le site de JD2M qui vous explique en détail la plus-value, que ce soit et pour les LMNP et pour les LMP. Donc vous pouvez aller le lire, notamment si vous avez des questions sur les LMP ou si j'ai le temps peut-être de répondre à une question un petit peu plus tard. Mais globalement, pour les LMNP, il faut savoir que quand on vend un bien qui a fait l'objet d'une activité de location meublée, on relève donc du statut des plus-values privées. Et donc, la plus-value qu'on réalise, donc la plus-value, je le rappelle, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du bien, sachant que dans le prix d'achat, on va quand même évidemment compter tous les travaux d'amélioration qui ont été faits, qui vont venir majorer le prix d'achat. Mais cette plus-value, ensuite, une fois qu'on l'a calculée, elle est soumise à 2 impositions différentes, à savoir un impôt sur la plus-value à 19 et les prélèvements sociaux à 17,2. Et l'impact du PLF 2025, en fait, finalement, il serait en termes d'imposition de la plus-value, puisque si on réintègre les amortissements déduits, on va forcément avoir une plus-value imposable qui va être plus importante lors de la revente, hein. C'est l'exemple qu'on prend ici. Un bien immobilier acheté 100 000 euros, revendu 200 000 euros avec 20 000 euros d'amortissement déduit. Selon le principe actuel, la plus-value, elle serait de 100 000 euros, 200 000 moins 100 000. Selon les règles qui sont contenues dans le PF 2025, elle serait de 120 000 puisqu'on réintégrerait en fait les 20 000 euros d'amortissement déduit. Pour autant, cette mesure, elle n'est pas de nature à freiner l'investissement en location meublée, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que elle, n'a- elle, comment dire, elle ne touche aucunement à sa rentabilité sur le moment. Et justement, par contre, alors on pourrait se dire que oui, mais on va payer plus d'impôts après, mais ça, ce n'est pas certain en fait. Pourquoi? Premièrement, parce que le système de la plus-value, il ne va s'appliquer qu'en cas de cession onéreuse du bien, autrement dit de vente. Donc, pour tous les cas de donation et de succession, ne sont pas concernés par cette mesure si vous n'aviez pas pour objectif de revendre un bien, finalement d'investir pour ensuite revendre, mais que vous préfériez transmettre à votre famille. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, vous ne serez absolument pas concerné par la plus-value. Mais même si vous aviez pour objectif de vendre,
Eh bien, il faut savoir que la plus-value dont vous allez devoir vous acquitter, excusez-moi, la plus-value dont vous allez devoir vous acquitter, eh bien, en fait, chaque année, à partir de la 5e année de détention, elle va faire l'objet d'un abattement qui va toucher à la fois le montant de plus-value qui supporte l'impôt sur la plus-value et celui qui supporte les prélèvements sociaux. Chaque année, à partir de la 5e année de détention, en fait, on va déduire, donc par exemple pour l'impôt sur la plus-value, on va retrancher 6% d'abattement par an, ce qui veut dire qu'au bout de 22 ans de détention du bien, vous avez atteint l'exonération totale puisque vous avez détenu, pu réaliser un abattement de 6% par an entre la 5e et la 21e année, 4% la 22e année et vous êtes à 100%. Pour les prélèvements sociaux, c'est un petit peu plus long. C'est 1,65% d'abattement par an entre la 5e et la 21e année, 1,60% la 22e, et par contre, après, c'est 9% par an entre la 23e et la 30e. Donc, on a 72% de l'abattement qui se fait entre la 23e et la 30e année de détention pour les prélèvements sociaux. Et en fait, ce système des abattements progressifs, il va venir, même pour les loueurs qui pourraient vendre et qui auraient bénéficié de l'amortissement, il va venir petit à petit grignoter en fait ce montant de plus-value imposable et donc réduire l'écart qu'il y aurait entre l'ancien et le nouveau système. C'est ce qu'on peut voir sur cet exemple. Donc, on a pris un exemple volontairement assez tranché, hein, avec des montants assez importants, puisqu'on a pris un bien acheté 300 000 euros, revendu 500 000 euros. Donc, ça, c'est la colonne orange, donc au régime actuel. On ne tiendrait pas compte eh bien de l'amortissement, là, pour lequel on a choisi une valeur de 60 000 euros. Donc, sur le régime actuel, ce bien pour lequel on a réalisé une plus-value de 200 000 euros, si on le vend au bout de 10 ans, eh bien l'impôt sur la plus-value ne sera appliqué non plus à 200 000 euros, mais à 140 000 euros. Où sont passés les 60 000 euros qui restent? Eh bien, c'est justement 30% de la plus-value, c'est 30% d'abattement qu'on a eu en 6% par an entre la 5e et la 10e année. Donc, 6% par an seulement sur 5 ans, ça fait 30%. Et donc, on a un impôt sur la plus-value qui n'est plus calculé que sur 140 000 euros et non plus 200 000. Pareil pour la plus-value imposable aux prélèvements sociaux. Elle, ça a été 1,65% d'abattement par an pendant cette durée. Donc, le montant est passé de 200 000 à 180 500 euros. Donc, c'est le même principe pour la colonne de droite. Là, cette fois-ci, on voit que si on part d'une plus-value à 260 000 euros, dans laquelle donc, on a réintégré 60 000 euros d'amortissement, eh bien, au bout de 10 ans, le calcul ne se fera plus que sur 182 000 euros. Et donc, on voit finalement, et c'est la toute dernière colonne en gris, l'écart d'imposition. On voit qu'entre l'ancien et le nouveau régime, et encore une fois, là, on a quand même pris des valeurs assez importantes, il va en fait être grignoté au fur et à mesure du temps. Par exemple, il n'y a, entre guillemets, plus que 7 000 euros d'écart au bout de 22 ans, alors qu'on en avait 17 000 au bout de 10 ans. Et on voit bien que la plus-value imposable, la plus-value imposable au bout de 22 ans, elle est à zéro, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Donc, par exemple, déjà au bout de 22 ans, le loueur qui va vendre, au moins, l'impact de cette réforme ne se verra plus au niveau de l'impôt sur la plus-value à 19%, puisque de toute façon, le résultat, le résultat sur lequel on calcule la plus-value a été ramené à zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, il faut pas trop non plus craindre l'impact de cette réforme et c'est surtout que de toute façon, encore une fois, ça reste hypothétique puisque on n'est pas sûr de vendre un bien, on n'est pas sûr du destin du bien, on peut aussi le donner faire l'objet d'une succession. Évidemment, il y a des manières de tourner autour. Ce qu'il faut bien aussi se rappeler, et puisqu'on parle de réintégration des amortissements, ça va être uniquement les amortissements déduits. Donc s'il y a des amortissements que vous avez mis de côté que vous n'avez pas déduits, ils ne seront évidemment pas pris en compte. Donc ça, faut le savoir aussi quand même, il ne faut pas paniquer par rapport à ça. Ce sera que les amortissements qui vous auront permis de payer moins d'impôts pendant la durée de votre activité. Mais c'est aussi ce qui fait que ça reste quand même beaucoup plus rentable et que le calcul finalement eh bien, est toujours du côté du régime réel, puisque même en prenant en compte une éventuelle imposition supérieure au moment eh bien, de la vente du bien, toutes les déductions qui sont permises, parce que, encore une fois, hein, ici on ne parle que de l'amortissement, on ne parle pas des charges déductibles, on parle bien que de l'amortissement, les charges déductibles ne seront pas prises en compte. Donc toutes les déductions permettent quand même d'économiser beaucoup plus d'impôts pendant l'activité que le potentiel différentiel qu'on aura quand on vendra le bien, si on le vend, et surtout après combien d'années on le vend. Exactement, et ça, effectivement, le LMNP, c'était un petit peu un ovni dans ce système fiscal, parce qu'en fait, on avait un peu le meilleur des deux mondes. On avait tout le bénéfice de la fiscalité des entreprises avec ce système d'amortissement qui est finalement une comptabilité d'entreprise, et en même temps, ce régime de la plus-value des particuliers sans réintégrer ces amortissements. Donc, en fait, on avait vraiment le meilleur des deux mondes. Alors que, par exemple, aujourd'hui, ceux qui investissent en SCI, il y a exactement la même logique avec ce système d'amortissement et ce calcul de la valeur nette comptable de la réintégration des amortissements au moment de la cession du bien. Cette fois-ci, on n'est plus sur un calcul de plus-value parce que c'est réintégré au résultat fiscal, etc., etc. Mais c'est la même logique. En SCI, on dit souvent en SCI, on ne paye pas d'impôt.
oui, c'est vrai, on ne paye pas d'impôt au moment de la détention du bien, mais par contre, tout ce qu'on n'a pas payé d'impôt, on vient le payer au moment de la sortie. Et là, effectivement, le régime du LMNP, avec les réformes envisagées et probablement mises en place demain, c'est qu'on a voulu se calquer un petit peu sur ce qui se passe dans une société, mais quand même amoindrir l'impact pour les particuliers, avec quand même le fait de pouvoir effectuer des déductions par durée de détention, avec des abattements par durée de détention. Et donc, en fait, on vient quand même continuer à profiter de cette fiscalité des particuliers qui est beaucoup plus avantageuse et qu'on ne va pas retrouver dans la fiscalité des entreprises. Tout à fait, effectivement, et c'est aussi pour vous aider à profiter de cette fiscalité qui est quand même assez avantageuse. On l'a vu, plus complexe au régime réel, que JD2M a mis en place justement des offres d'accompagnement. Donc c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas pris le temps peut-être de présenter suffisamment JD2M. JD2M, c'est une société qui a maintenant plus de 10 ans d'existence, qui a réalisé 120 000 liasses fiscales sans aucun redressement d'ailleurs à aucun moment. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est important pour nous dans le parcours et dans l'image que JD2M veut incarner. C'est à la fois ce double rôle de simplifier et fiabiliser la vie des propriétaires bailleurs qui vont déclarer au régime réel. C'est jusqu'à présent un objectif qu'on pense porter au mieux, notamment justement au regard de ce nombre de 120 000 liasses fiscales sans redressement, aussi par rapport au retour qu'on a de nos clients, puisqu'on totalise aujourd'hui une note de 4,8 sur Google avec plus de 6500 avis. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on vous propose donc 2 offres d'accompagnement. Si vous souhaitez investir en location meublée, vous pouvez aussi nous contacter même avant vraiment d'avoir signé, justement pour avoir tous nos conseils sur choisir la bonne date de début d'activité, enfin vraiment qu'on puisse faire ensemble un panorama de votre situation. Vous pourrez ensuite choisir de souscrire à une de nos 2 offres si vous le souhaitez pour vous accompagner au régime réel. Offre essentielle, c'est dans ce cas-là, vous aurez accès à un logiciel en ligne qui va vous guider pas à pas dans la réalisation de votre déclaration fiscale. Vous aurez évidemment à y télécharger et à y saisir plutôt vos recettes et vos dépenses. Et ensuite, le logiciel va générer votre liasse fiscale et la télétransmettre. Donc ça, c'est tout l'avantage justement aussi de ce logiciel, c'est qu'il va vous aider à faire votre liasse fiscale. Et à tout moment, vous aurez accès à nos conseillers pour vous aider par le biais du support téléphonique. L'offre intégrale, cette fois-ci, autant l'offre essentielle, c'est l'offre de l'autonomie, autant l'offre intégrale, c'est plutôt le choix de la tranquillité. Là, ce sera, vous renseignerez à nouveau vos recettes et vos dépenses par le biais de votre espace sécurisé, et ce sera un comptable dédié et qui est spécialisé de la location meublée qui va établir votre liasse fiscale, et elle sera ensuite certifiée par un expert comptable, sachant que vous pouvez le voir un tout petit peu, alors il est peut-être un peu discret, mais au-dessus de l'offre essentielle, si vous choisissez de recourir à l'une de nos offres, vous pouvez utiliser ce code promo JD2M 2024 qui vous permettra d'obtenir une réduction sur ce. Vous voyez aussi, vous avez un petit QR code en bas à droite que je pourrais vous remontrer à l'occasion. Justement, c'est si vous souhaitez plus de détails sur nos offres. Cela dit, je pense que maintenant, Nicolas, on peut passer aux questions-réponses. Exactement. Et si vous avez bien écouté jusque-là, les frais de comptabilité, vous pourrez les passer en déduction si vous êtes aux frais réels. Donc en plus, ça viendra diminuer votre base imposable. Évidemment. Évidemment, c'est pour ça qu'on voit la différence, notamment entre le coût, qui est affiché donc en gras et ensuite ce qu'on vous précise à la fin, c'est ce que ça vous coûte, réellement évidemment, après souscription, à nos offres. Alors Nicolas, peut-être, je vais aussi quitter la présentation pour pouvoir, hop, voir aussi les questions. Est-ce que peut-être tu en as certaines que tu veux, lancer en 1er? Oui, allez, j'en ai mis de côté. Alors, une question. Baptiste, est-ce qu'on peut revenir en statut LMNP lorsqu'on est enregistré en LMP? Alors, encore une fois, vous pouvez tout simplement parce que vous n'aurez pas le choix. Si par exemple, vous êtes LMNP, enfin LMNP ou LMP et que d'un seul coup, par exemple, si vous êtes LMNP, vos revenus s'écroulent, vos recettes de location grimpent, ça vous fait devenir LMNP, vous allez passer parce que vous n'avez pas le choix. Pareil, si vous êtes en LMP et que d'un seul coup, vous faites moins de recettes de location meublée et que vous avez des revenus qui compensent, enfin, peu importe hein, la situation qui fait que vous changez de statut, oui, vous pouvez tout simplement parce que vous devrez. Et dans ce cas-là, ce sera aussi, le changement se fera quasiment automatiquement. J'ai un tout petit doute parce que comme il y a plein de petits changements de statut, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, qu'il y a une période de tolérance. Ça arrive par exemple souvent quand on est du micro au réel et qu'on dépasse les seuils du micro. Généralement dans plein de domaines, hein, l'administration fiscale applique des périodes de tolérance d'1 ou 2 ans, ce qui permet à des gens qui seraient à la limite, la fois où ils dépassent une somme pour, je sais pas, 10 €, de ne pas avoir à faire tout un changement. Mais pour le statut de LMNP ou LMP,
LMNP, non, en fait, je crois qu'il n'y a pas de période de tolérance, donc on passe de l'un à l'autre, donc c'est un petit peu dommage. Là où il faudra faire très attention, c'est au moment de la vente, parce que c'est le statut dont relève au jour de la vente qui va s'appliquer. Donc ça, c'est très important parce que même si vous avez été LMNP pendant 10 ans, si vous êtes LMP au jour de la vente, vous relevez du système de la plus-value des professionnels. Donc ça, et inversement, évidemment. Eh bien, écoute, on va rester dans le LMNP, dans le LMP, pardon. La cotisation permet de valider des trimestres pour la retraite, nous demande Nicolas. Alors globalement, vous payez des cotisations sociales. Donc effectivement, ça va vous permettre en réalité de cotiser à un certain nombre d'organismes. Donc ça marche pour la retraite. C'est aussi en ça qu'il ne faut pas toujours jeter le statut LMP, disons, au feu sous prétexte que les cotisations sont bien plus élevées que les prélèvements sociaux qu'on paye quand on est LMNP. Donc ça, c'est pour ça que c'est un calcul à faire, hein. Donc ça peut aussi être intéressant aussi, le statut LMP à ce niveau-là, oui. Pour ceux qui vivent de leurs investissements, qui ont beaucoup de locations Airbnb et qui vivent vraiment de ça peut être intéressant parce qu'il y a de la couverture sociale, il y a de la couverture retraite, il y a de la couverture, enfin, il y a des arrêts maladie, tout ça. Donc, c'est pas forcément un mauvais statut. Pour quelqu'un qui a une activité accessoire, qui travaille, qui cotise déjà avec son activité principale, ça peut faire doublon et être embêtant. Mais voilà, c'est vraiment après au cas par cas. Et dans le seuil des LMNP, on avait une question de Sylvain. Les revenus issus des dividendes que l'on se verse entrent-ils dans les revenus d'activité? Eh bien, il me semble, oui, oui. Ouais, Semble les revenus et dividendes, vraiment, à part les revenus fonciers, tout est pris en compte. Guillaume qui nous dit la 2042 C Pro, c'est par logement ou pour le début de l'activité. La 2042 C Pro, c'est l'annexe qu'il faut faire au niveau de ta déclaration des revenus chaque année. Pour le C'est ça, début de l'activité, c'est un autre formulaire que tu as directement sur le site de l'INPI. Maintenant, tout se passe sur le site de l'INPI. exactement. Ça, c'est l'enregistrement. Donc, on a aussi un guide dédié d'ailleurs, hein. Vous pouvez aller le récupérer sur notre site, le télécharger sur notre site, un guide pour s'inscrire à l'INPI. Il y en a, enfin, maintenant, la procédure est quasiment identique, mais il y en a un pour l'indivision, un pour l'entreprise individuelle, enfin, l'immatriculation non propre. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est très important, on ne l'a pas précisé, mais il faut s'inscrire à l'INPI, à l'Institut national de la propriété industrielle, quand on fait de la location meublée, même si on loue sa résidence principale 2 week-ends par an, il faut quand même obtenir un numéro SIRET pour l'activité de location meublée. C'est très très important. Thibaut qui nous pose une question, quand on achète un immeuble de plusieurs appartes, comment répartir sur chaque appartement les frais communs, notaires, travaux, etc. Ça va être du calcul au prorata, souvent au prorata, soit des millièmes si on a déjà ou des tantièmes de propriété si c'est un immeuble qui est déjà découpé, soit sinon au prorata des surfaces ou de l'utilisation à proprement parler. Si effectivement on arrive à justifier que 37% de la dépense c'est pour tel lot et que 63% c'est pour l'autre lot, il est possible de répartir de la sorte. Sinon, généralement, c'est du prorata. Globalement, il faut. Alors, on peut le faire soi-même ou sinon, il faut simplement laisser son comptable opérer et voilà, il va faire le calcul lui-même. Exactement, ouais, c'est vraiment là pas la plus-value d'un investisseur de se pencher et de passer 4 jours à essayer de calculer ça et finalement de se tromper et d'avoir sa responsabilité qui est engagée. À chacun son métier, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner des bonnes personnes pour cela. Guillaume qui nous demande dans les charges annuelles, tu inclus le prêt. Alors non, le prêt immobilier n'est pas une charge déductible. Tu vas avoir dans le prêt immobilier la possibilité de déduire tous les intérêts d'emprunt et également la part assurance de prêt. Mais la part mensualité à proprement parler, l'argent que tu donnes à la banque tous les mois, ce n'est pas une charge qui est déductible. Voilà, seulement les intérêts et les assurances qui sont liées au fait d'avoir contracté le prêt, mais ce qui est déjà quand même souvent assez intéressant. Exactement, et ça me permet de rebondir sur effectivement, aujourd'hui, on est sur des taux d'intérêt assez élevés et beaucoup de gens qui freinent à investir dans l'immobilier. Quand on achète sa résidence principale, je comprends, on perd énormément de pouvoir d'achat, etc., etc. Quand on est dans de l'investissement locatif, alors effectivement, ça a un impact direct sur la rentabilité de son bien et sur le cash flow, mais d'un côté, ça a également un impact sur la fiscalité. Ça va nous faire une économie d'impôt parce que tous ces intérêts-là sont déductibles. Donc finalement, l'impact et la hausse du taux d'intérêt sur les investissements locatifs sont quand même moins importants et ont moins d'incidence pour un investisseur. Alors, d'autres questions. L'amortissement, ça, on l'a vu. Cyril qui nous disait tu peux avoir une grosse réduction sur la taxe de séjour selon les villes, par exemple, mais c'est aussi un avantage commercial évident. Ah, ça, je Euh, pense qu'on fait référence au classement des meublés de tourisme. J'imagine, oui.
Doit-on une TVA sur prix total pour la revente d'un logement neuf de moins de 5 ans construit à but locatif en LMNP? Non, parce qu'en LMNP, tu es particulier, tu n'es pas sujetti à la TVA, donc tu n'as pas de TVA à payer sur la revente de ton logement neuf. La réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value concerne tous les amortissements, mobilier compris, ou uniquement les amortissements sur la valeur du bien? Ce n'est pas très clair, nous dit Claire. Alors, il y a effectivement, donc là, ce serait effectivement mobilier compris globalement. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on a identifié là dans la rédaction actuelle, mais c'est pour ça qu'encore une fois, il faut prendre un petit peu de pincettes. C'est aussi souvent le problème dans ces lois de finances où il y a des passages qui sont changés et qui, bah, mis en correspondance avec d'autres textes, parce que je ne sais pas si chacun est familier de comment se présente une loi de finances, mais globalement, comment ça se présente une loi qui va introduire des changements, c'est on n'a pas un nouveau paragraphe qui est rédigé. On a marqué au 2 du 3 de l'article 23b, à partir de la troisième virgule, remplacer tel passage par tel passage. Et c'est vrai que ça, parfois, on se rend compte que dans ce processus d'élaboration, il peut y avoir des corrections ou des changements qui ne sont pas faits en intégralité. Là, notamment, effectivement, on a un petit doute sur, par exemple, ce serait plutôt les travaux d'amélioration. Est-ce que s'ils sont amortis, ils doivent être pris en compte ou pas, sachant que c'est des travaux d'amélioration, donc normalement, leur coût est réintégré au prix d'achat. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a encore un petit doute, ne serait-ce que même si cette mesure déjà devait vraiment être passée en l'état, il y aura un petit doute sur son interprétation pour certains types de travaux. Le mobilier, je ne pense pas, mais effectivement, il y a encore à ce moment-là, là, par rapport à la copie du texte qu'on a pu regarder, donc celle qui est issue de la CMP, il y a des petits points de détail qui sont encore à régler. Exactement, et je pense qu'on se rapprochera pas mal du système des revenus fonciers, où effectivement, dans les revenus fonciers, tous les travaux d'agrandissement, de création de surface, etc., ne sont pas déductibles des revenus fonciers, mais sont pris en compte dans le calcul de la plus-value qu'on vient augmenter la valeur d'achat, etc., pour diminuer le montant de la base imposable en plus-value. Donc, je pense qu'on se rapprochera un petit peu de ce système-là, mais il reste à voir l'interprétation fiscale de la doctrine à ce moment-là. Il a été évoqué de ramener l'exonération totale à 15 ans de détention, du neuf là-dessus. Dans le texte actuellement en place à l'Assemblée, j'ai pas vu ça. Alors, ça devait être dans la première version qui a sauté avec le dernier PLF. Là, dans les derniers textes, j'ai pas vu que la durée totale serait ramenée à 15 ans. Ah, non plus, non plus. Alors après, peut-être, hein, le PLF était très conséquent, mais il ne me semble pas non plus avoir vu passer cette information-là. Donc, à vérifier quand même. Ce serait assez surprenant, 15 ans, ce serait peut-être un peu con, mais bon, peut-être, pourquoi pas, mais ça, c'est une information qui serait quand même très largement à confirmer. Exactement. William qui nous dit: «Je n'ai pas déclaré mon début d'activité en mai 2024». Ouh là là, William, on va te taper sur les doigts. Je ne le savais pas. Alors, Puis-je quand même être au réel pour ma déclaration? Du coup, tu as commencé à louer en mai 2000. Alors, est-ce que mai 2024, c'est la date de location, la date d'achat? Parce que si jamais tu as acheté en mai, que tu as pas tellement déclaré, c'est pas très, 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 très grave. Mais si tu as encaissé des loyers, fais-le au plus vite. Fais une déclaration. De toute façon, là, tes loyers, ouais, déjà fais ton inscription, ton immatriculation auprès de l'INPI. Et après, tes revenus 2024, de toute façon, tu vas les déclarer là. Donc, c'est normal alors, que tu n'aies pas encore déclaré tes revenus. Mais si tu n'as pas déclaré ton début d'activité, immatricule-toi au plus vite pour pouvoir effectivement le déclarer. Il y a quand même là-dessus une grosse tolérance de l'administration. Normalement, tu es censé te déclarer dans les 15 jours du début de l'activité. Il y a quand même, voilà. Aujourd'hui, il y oui, a quand même une large souplesse de l'administration quand c'est les particuliers qui ont du retard, sachant qu'on reste sur le même exercice fiscal. C'est pas tellement grave. oui, jusqu'à présent, l'administration n'a jamais pénalisé d'un point de vue financier, hein, n'a jamais donné d'amende pour un retard. On arrive à créer parfois des dates à remonter on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Là, c'est typiquement un cas dans lequel ce serait vraiment un bon conseil pour le coup d'appeler un de nos conseillers, notamment pour déterminer la bonne date de début d'activité, puisque justement la déclaration n'a pas encore été faite. Ce serait dommage de le faire à la va-vite et de se tromper pour être sûr qu'on puisse bien déduire et pour voir si on peut effectivement, ce qu'on peut faire, justement pour là les revenus, 2024, sachant que, heu, le régime réel doit encore être choisi, donc c'est tout à fait possible. Mais là, typiquement, c'est une situation dans laquelle il vaut mieux prendre conseil, notamment pour choisir la bonne date de début d'activité par rapport à votre situation, à vous. Exactement. Entièrement d'accord.
Louis qui nous dit INPI assez galère. En tant que non-français, impossible d'avancer avec l'INPI et donc d'avoir un numéro de SIRET. Ouais, l'INPI, c'est un peu compliqué. C'est pareil pour ceux d'entre vous qui êtes déjà micro-entrepreneurs et qui avaient un numéro SIRET, qui veulent déclarer un LMNP, c'est pareil, c'est un peu la galère. Donc l'INPI, c'est pas terrible et c'est impossible d'avoir du monde. Donc là-dessus, essayez de vous faire accompagner d'un professionnel qui, eux, peuvent avoir des accès ou des contacts pour débloquer un petit peu ce genre de situation. Et Camille qui nous pose une question, le statut LMNP en étant fonctionnaire est-il compatible? Tout à fait, le statut LMNP est totalement compatible en étant fonctionnaire pour moi. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Camille. On a, si elle souhaite aller le lire, c'est une question, un article sur la question sur le site et plus généralement, tu les connais, hein, Nicolas, tu connais nos podcasts puisque, alors, le temps de le monter, tu n'y es pas encore, mais tu vas pas tarder aussi à avoir posé ta pierre à l'édifice. Mais on a aussi des podcasts informatifs. Vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute. Le podcast s'appelle Je découvre le monde du meublé. Donc, il fait écho à JD2M, Je déclare mon meublé. Donc, toutes les plateformes d'écoute ou simplement, vous allez sur YouTube, vous tapez JD2M et vous aurez à la fois nos vidéos informatives et nos podcasts. Et justement, pourquoi j'en parle aussi? Parce que la série qu'on va lancer là incessamment sous peu, ça va être sur justement les cas de figure un peu spéciaux de la LMNP. On va se poser la question de la retraite et de la LMNP, d'être au chômage et d'être loueur meublé, mais également d'être fonctionnaire et d'être LMNP. Donc, il y aura aussi un épisode bientôt de podcast sur la question. Mais globalement, s'il fallait y répondre maintenant, la réponse est oui. On a quand même le droit de pratiquer la location meublée quand on est fonctionnaire. La question est légitime parce que en faisant de la location, c'est une activité civile. Aujourd'hui, faire de la location, c'est de l'activité civile et tu as tout à fait le droit, en étant fonctionnaire, militaire, autre, de faire une activité civile de location qui est plutôt considérée comme une activité patrimoniale. Après, le doute peut s'immiscer du fait qu'en statut LMNP, tu dois t'immatriculer, donc tu es à moitié, enfin, tu as à moitié un statut de commerçant, entre guillemets, d'activité commerciale parce que tu t'es immatriculé en tant que tel, mais en faisant une activité civile. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarroïde comme manière de procéder, mais voilà, aucune crainte, tu peux tout à fait. Allez, on va prendre une dernière petite question et après on va pouvoir s'arrêter là. Phil qui nous dit dans un contexte de Pax, pour rester en LMNP, est-ce que le montant de location courte durée est limité à 23 000 cumul de location monsieur et madame si dépassement conséquence? Alors, le LMNP, c'est pas forcément déjà de la location courte durée, c'est de la location meublée. Ça peut être soit en courte durée, soit ça peut être de la location à l'année. Tu loues un logement meublé à une personne qui va y rester, c'est des baux de 1 an qui se renouvellent automatiquement, mais quelqu'un en meublé peut rester 3, 4, 5 ans dans ton logement, c'est pas du tout un problème. Et cette limite de 23 000 euros, c'est cumulé au foyer fiscal. Baptiste en a parlé tout à l'heure dans son exemple et a même pris l'exemple avec des déclarations séparées puis une déclaration commune. Cette limite des 23 000 euros, c'est sur le foyer fiscal, donc à la fois les revenus de monsieur et de madame. Et si jamais effectivement les revenus dépassent ce montant, dans ce cas-là, on bascule sur le régime LMP, comme l'a souligné Baptiste. Si jamais tu as rejoint en cours de route, n'hésite pas, il y aura un replay qui sera envoyé à repasser ce petit passage-là pour que ce soit plus clair pour toi. Effectivement, globalement, donc attention, hein, on le rappelle, il y a bien une double conséquence, enfin une double condition pour passer de LMNP à LMP, enfin ou plutôt pour être LMP et pas LMNP, c'est à la fois dépasser 23 000 euros, mais il faut également que le montant des recettes dépasse les autres revenus d'activité hein, de tous les membres du foyer fiscal. Donc c'est pas seulement, on ne devient pas LMP dès qu'on dépasse 23 000 euros de recettes. On devient LMP quand on dépasse 23 000 et que en même temps le montant de recettes dépasse le montant des autres revenus, sinon on reste LMNP. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à ce niveau-là. Exactement. Et le Nord, l'impact fiscal, si on dépasse les 23 000 euros en LCD tout en restant inférieur aux revenus. Et si tu dépasses les Ah 23 bah, 000 euros, mais que jamais tu as 40 000 euros de revenus du travail, c'est bon, tu restes LMP. alors, dans ce cas-là, le seul impact, si on dépasse 23 000 euros de recettes uniquement en location de courte durée, mais qu'on est quand même LMP parce qu'on a trop de revenus, ça, par contre, ça va être le paiement des cotisations sociales, effectivement, à la place des prélèvements sociaux. Ça va être ça Exactement. l'impact pour la location de courte durée. C'est vrai que c'est un peu ce solde de 23 000, il est assez. On le retrouve à pas mal d'endroits quand on fait de la location meublée, donc il ne faut pas se tromper entre les 23 000 qui vont être pris en compte pour savoir si on est LMNP, LMP, les 23 000 pour savoir si on doit payer les cotisations sociales ou les prélèvements sociaux quand on fait de la courte durée. Attention à ces 23 000 euros de location, de recettes de courte durée. Il faut vraiment uniquement que ce soit que de la courte durée. Si vous avez deux biens en location, que le total des recettes des deux dépasse 23 000, mais que celui de la courte durée ne dépasse pas 23 000, vous paierez les prélèvements sociaux. Il faut vraiment que ce soit 23 000 générés uniquement par de la courte durée. Exactement. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone et prendre rendez-vous avec un expert de chez JD2M. Il pourra vous aiguiller là-dessus.
Louis qui nous dit, pouvez-vous rappeler la règle de la date de bascule microbique réelle si on change avant mai 2025, ça s'applique quand? Si tu changes là avant mai 2025, ça s'appliquera sur les revenus 2025 que tu déclareras en 2026. Donc c'est pour l'année actuelle. Voilà, faut bien se méfier, hein, faut le faire l'année où on génère les revenus qui vont être imposés, donc faut pas se faire avoir. Pour autant, alors normalement, encore une fois, la règle veut qu'on lève l'option, hein, si on change avant donc la date de déclaration des revenus de l'année fiscale concernée par le changement. D'expérience, on sait qu'il y a des services des impôts qui acceptent des levées d'options en retard, mais ce n'est pas une valeur sûre, donc il vaut quand même mieux essayer de le faire dans les temps. Donc là, typiquement, si vous lancez une activité en 2025, déjà, si vous lancez une activité, choisissez déjà le régime réel quand vous vous immatriculez, comme ça, ce sera quand même plus simple. Mais si par hasard, vous aviez déjà une activité au microbique et que vous voulez passer au réel, là, vous avez vous avez encore allez, 3 bons mois, presque 4 mois pour changer de régime. Donc là, vous avez un intervalle, allez, disons de 2 mois pour vous laisser un peu de marge après, pour utiliser un simulateur, voir ce qui est le plus avantageux pour vous, éventuellement changer de régime si vous étiez au microbique et que vous voulez passer au réel. Exactement. Allez, on va bientôt pouvoir clôturer. Justine qui nous dit le LMNP est incompatible avec le bail commercial et professionnel. Bon, c'est une question. Heu, alors, le bail, non, on peut très bien faire on peut globalement faire un bail commercial en LMNP. Et après, si jamais effectivement c'est une activité professionnelle dedans, il faut que ce soit un logement qui soit entièrement équipé, hein. Il ne suffit pas juste qu'il y ait marqué sur le bail, bail meublé. Il faut vraiment qu'il y ait les équipements obligatoires qui y figurent. Bon, je suis désolé, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, il y en a beaucoup trop. En tout cas, vous avez été nombreux à participer. Merci à tous pour votre présence. Si vraiment vous avez des questions techniques propres à votre situation, contactez les experts de chez JD2M, ils pourront vous prendre en main et répondre à vos questions. On va s'arrêter là, ça fait un peu plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Pour ceux qui n'ont pas pu se libérer et qui se sont inscrits, merci quand même de nous regarder en replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Baptiste, soit de moi-même. Merci beaucoup, Baptiste, pour tout ton savoir que tu as pu nous diffuser, nous partager et cet échange qui était vraiment très riche et très sympathique. Donc, merci à toi pour tout ça. Et voilà, écoute, je te laisse le mot de la fin, puis après, on va pouvoir se quitter et aller déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Écoute, le mot de la fin, ce serait évidemment premier des remerciements, hein, pour ton invitation et puis pour votre présence à toutes et à tous, que ce soit en direct ou en différé d'ailleurs. Et sinon, effectivement, si vous avez voilà, des questions, de toute façon, la pire chose, hein, qu'il existe pour une question, c'est qu'on ne la pose pas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre aux questions. Vous pouvez nous appeler directement. Vous allez simplement aller sur le site de JD2M. Vous avez un numéro ou aussi, plus simplement, ce qui permet aussi une gestion beaucoup plus fluide, vous avez un petit formulaire de contact pour prendre rendez-vous à une heure précise à laquelle vous souhaitez que nos conseillers vous appellent, ce qui peut aussi être beaucoup plus fluide pour eux plutôt que d'appeler comme ça. Donc, c'est vraiment après selon le temps que vous avez et selon ce qui vous arrange. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à nous envoyer des mails. Vous avez évidemment sur le site de JDM toutes les informations pour prendre contact avec nous. N'hésitez pas évidemment aussi, si vous souscrivez à nos offres, à bien renseigner votre code promotionnel. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, je le rappelle, hein, c'est JD2M 2024. Je peux peut-être le réafficher juste très rapidement si besoin. Hop, 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 hop. Et vous l'avez donc ici, JD2M 2024. Sur ce, eh bien, encore une fois, merci beaucoup à toutes et tous. J'espère évidemment que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur à la fois ce que c'est que la LMNP, est-ce que, si ça, que ça vous a peut-être donné envie d'investir, ou du moins que ça vous aura permis d'avoir les dernières informations sur les développements qu'on a eus, eh bien, avec que ce soit la loi Le Meur ou très bientôt avec le PLF 2025. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile à toutes et à tous. N'hésitez pas évidemment à aller lire, que ce soit nos articles, ou si vous préférez les contenus audio, eh bien, regardez nos vidéos ou écouter nos podcasts. Eh bien, on essaye de traiter évidemment de tout ce qui touche au monde de la location meublée dedans. Et si vous avez envie, parce que vous ne l'aviez pas fait et que ça vous amuse de suivre tout le feuilleton de justement du PLF et de la loi Le Meur, on y a consacré pas mal d'épisodes de podcast. Donc, si vous avez envie de vous refaire l'intégrale de l'évolution de toutes les mesures qui étaient présentes dans ces lois avant leur vote, eh bien, n'hésitez pas. Sur ce, merci encore Nicolas et bonne journée à toutes et à tous. Merci, à bientôt.